Quand j'étais gamin, je vivais avec mes darons et mon frangin dans une tour d'un quartier franchement pas chic. C'était la ceinture rouge, hein, le Paris des communistes comme on dit. Chez moi les baraques se ressemblaient toutes et comme il n'y avait pas de place à l'intérieur, tout le monde traînait dans la rue le plus possible du matin jusqu'au soir. Mon spot préféré dans la cité, c'était un vieux coin qu'on appelait l'atelier, une sorte d'église en ruine planquée derrière des barrières de 4 mètres de haut, dans un parc où t'avais des vieux mecs défoncés qui jouaient à la pétanque là. Je me souviens, pour y accéder, fallait grimper sur le toit du bâtiment, atteindre le clocher et y rentrer par là. Donc croyez-moi, fallait vraiment être souple et bien dégourdi pour y arriver. Donc voilà, c'est là où j'ai passé toute mon adolescence, à traîner avec des potes, à faire de la musique jusqu'à pas d'heure, et à organiser des concerts à la sauvage tout en faisant des barbecues. Et c'est à ces périodes-là de ma vie que j'ai rencontré Lola et Fabien, mes deux meilleurs potes qui venaient régulièrement à l'atelier. Lola, en fait, elle était pas d'ici, elle venait d'un village pas loin, à quelques stations de bus, mais comme tous ses frères et sœurs étaient dans le même bahut que nous, en fait, on pouvait dire qu'elle était des nôtres. Et alors ça me fait rire, mais en fait elle avait toujours un gros chien avec elle, là, une sorte de berger allemand qui devait être vieux en fait parce qu'on l'entendait jamais aboyer. Et sinon Fabien, c'était mon voisin, mais pas mon voisin de palier, mais bon, tu connais ici hein, quand un mec habite à l'autre bout de la rue, en fait si tu le croises souvent, au bout d'un moment tu le considères comme un voisin. Du coup depuis tout petit je le croisais quand j'allais à l'école. Mais tu sais, c'est le genre de relation où vous voyez grandir tous les matins, et pourtant, vous vous êtes jamais parlé. Je pense qu'il y en a plein qui ont vécu ça. Et c'est lui qui avait fait le premier pas. Je me souviens, c'était un jour de manif où on se faisait gazer comme jamais par les keufs. Et il se trouvait que lui, il était là aussi dans cette manif. Il avait du sérum sur lui et il m'avait filé tout son paquet. Et du coup, c'est comme ça qu'on a sympathisé et depuis on est devenus inséparables. À tous les trois, on était vraiment dans le même délire. Hein. Pendant presque 10 ans, on faisait du punk, on buvait des 8-6 et on emmerdait le système. C'était notre QG, hein, notre monde à nous. Quand il y avait nulle part où aller, on avait toujours l'atelier pour tuer le temps. Quand il y avait un pote à nous qui était en galère d'appart, on avait toujours l'atelier pour l'héberger. Quand c'était la dèche de thunes, il y avait toujours un truc à graille ou à fumer dans l'atelier. Enfin bref, c'était vraiment le paradis quoi pour nous. Hein. Jusqu'au jour où les flics ont débarqué et nous ont viré brutalement de l'atelier. La police, messieurs! Police, ouvre Ouvrez bien le chien! Mets les chiens de côté! Eh, c'est la police! Vas-y, mets-toi contre le mur là! Mets les chiens de côté là! Chien! Vous croyez au-dessus de la loi? Vous croyez au-dessus de la loi? Vous jouez les racailles, c'est ça? Hein? Parce que c'est ce que vous êtes là pour l'instant. Je vous le dis, ce que vous êtes. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas. Alors ils voulaient raser le bâtiment pour y mettre une merde à la place, des bureaux ou un centre commercial, on sait plus trop. Franchement, moi ça m'a déchiré. C'était plus qu'un simple endroit, pour moi c'était là que j'avais laissé tous mes souvenirs, mes instruments, même ce magnifique piano droit que j'avais galéré à installer. Putain, ces notes qui résonnaient comme un piano de saloon, ça va me manquer ça. Donc ce jour-là, c'est toute une partie de ma vie qui foutait le camp, hein, en un claquement de doigts. Heureusement, Lola et Fabien étaient toujours là. Et je me disais que c'était le moment de tourner la page, de tout recommencer à zéro, même si c'est arrivé plus vite que je l'imaginais. Mon rêve à moi, c'était de devenir musicien, mais fallait aussi que je me trouve un nouvel endroit pour vivre. Fini les planques, fallait que je me trouve un appart, un vrai, et légal si possible. J'étais prêt à trouver du travail et justement... Je me souviens qu'un jour dans l'atelier, il y avait un mec, Carlos, un espagnol mi-philosophe, mi-clodo, un peu hyperactif d'ailleurs, qui m'avait parlé d'une asso pour laquelle il bossait. Et en vrai, ça avait l'air d'être un assez bon plan ce qu'il m'avait dit. Du coup, je l'avais noté dans un coin de ma tête et je me disais que peut-être c'était le moment d'en savoir plus. En attendant, encore choqué de la destruction de l'atelier, fallait que je me change les idées. J'ai jamais vraiment osé voyager seul, à part peut-être en Bourgogne quand j'allais voir mon grand-père. Je me disais que c'était peut-être le moment de partir à l'aventure aussi. Et j'habitais à côté d'une gare, alors bon, je voyais des trains partir tous les jours. Je me disais qu'un jour j'allais monter dans l'un d'eux, explorer des terres inconnues et rencontrer des gens comme ça. Cependant, je voulais quand même passer un dernier moment avec Lola et Fabien. Alors on s'est fait un petit apéro dans un bar du quartier tenu par Roger, le daron de Fabien. Lola, en fait, elle s'était lancée dans le journalisme depuis, et elle s'était trouvée une petite place dans une équipe locale qui faisait des reportages dans des milieux défavorisés. Et là, elle disait qu'elle avait participé à l'un d'eux, et en vrai, c'était grave intéressant, même si des fois, j'avoue, c'était un peu flippant. Elle racontait qu'elle avait fait une enquête sur le resto le moins cher de France, qui s'avérait être fréquenté par des gens qui ont fait de la tôle.
Et il y avait une ancienne détenue qui s'y trouvait, qui disait être en prison depuis les années 40. Une mamie d'environ 100 ans, le genre de vieille que quand tu les vois, tu te dis pas qu'elles sont coupables de trucs horribles. Et elle disait qu'elle était restée tellement longtemps en tôle qu'elle avait fini par craindre plus la société actuelle que le milieu carcéral. Pour elle, en fait, la société, elle avait tellement changé qu'elle se disait qu'à son âge, elle allait pas réussir à s'adapter aux nouvelles technologies. Du coup, la prison, c'était un peu devenu sa maison. Alors Lola, elle a continué à nous en dire plus sur son enquête. Et apparemment, la dame, elle avait été condamnée par la justice pour avoir commis 4 meurtres. Et elle racontait qu'elle avait fait une sorte de pacte avec le diable. Genre un soir, alors qu'elle lisait tranquillement le journal comme d'habitude, il y a un gars mystérieux avec une voix grave et un visage à moitié brûlé qui s'était infiltré dans sa baraque. Le mec, il avait une façon de parler assez lente, tu sais, un peu comme Méléagant dans Kaamelott. Tu sens que c'est pas une personne réelle. Et donc le gars, il lui dit de citer 3 noms de personnes qu'elle détestait. Et dans les noms qu'elle lui a balancés, du coup, il y avait celui d'une prof qui l'avait punie sévèrement quand elle était à l'école, celui d'un homme politique dont elle détestait les idées, et celui de son mari violent qui la battait. Le lendemain, la dame, elle aurait vu à l'entrée de sa maison 3 rats pris dans un piège à tapettes. Et au fond d'elle, il n'y avait pas de hasard. Elle savait que ces 3 rats-là, c'était ces 3 personnes qu'elle avait citées. Apparemment, la dame, elle était musicienne. Et pour manifester sa joie, bien que morbide, elle avait organisé une soirée chez elle avec tous ses amis. Elle avait même sorti sa guitare et commencé à jouer un son. Sauf que pendant sa performance, il y a son instrument qui s'est pété. Du coup, elle a foiré son morceau. Là, dans les invités, il y avait un gars un peu éméché qui a pas manqué de se foutre de sa gueule. Mais elle, maintenant qu'elle avait franchi le cap impardonnable du meurtre, il y avait une petite idée macabre qui s'installait dans son esprit. Le genre de pensée qui se contrôle pas, tu sais. Une fois tout le monde parti, à nouveau seule devant son journal, sur son fauteuil en train de fumer son cigare, elle a vu réapparaître le gars mystérieux. Elle avait pensé toute la nuit à cet invité malpoli qui avait eu l'audace de l'humilier en public, dans sa propre demeure en plus. Là, bouillonnant de l'intérieur, elle a laissé sa haine parler, et sans scrupule, elle lui a dit de mettre fin à ses jours. Du coup, le lendemain encore, elle a regardé devant sa porte s'il y avait un rat qui avait bien été pris au piège, et il y en avait un énorme. Là, la bête, elle était encore vivante et elle se débattait en poussant des couinements très forts dans tout le couloir. Alors elle a attrapé son marteau, et elle a frappé à plusieurs reprises sur le crâne de l'animal. Là, il y a une odeur de mort qui a commencé à empester la salle, puis toute la maison, jusqu'à gagner tout l'immeuble. Une odeur qui l'a jamais quittée. C'est devenu son odeur à elle en fait. Parce que où qu'elle aille, au café, dans le magasin où elle allait faire ses courses, elle sentait le rat crever. Alors elle a tout fait pour s'en débarrasser, hein, avec des parfums, des trucs dans le genre. Mais l'odeur là, c'était trop tard, ça lui collait à la peau. En fait, c'était devenu son odeur à elle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle avait tué, le mal était fait. Du coup, petit à petit, elle a commencé à s'isoler. Parce qu'en fait, elle avait trop honte que les gens y découvrent ce qu'elle a fait. Et à force de vivre avec, l'odeur a fini par la faire sombrer dans la folie. Et comme le disait Fabien, j'aimerais pas être son ennemi à la meuf. Depuis, j'étais retourné dans la tour, chez mes parents. Et en fait, depuis que mon grand-père est mort, on a récupéré des tas d'objets qui prenaient vraiment beaucoup de place dans la baraque. Mais en vrai, il y avait des tas de choses intéressantes. Des vieux bouquins qui parlaient de voyage, d'histoire. Il y avait des costumes traditionnels, le genre de costumes qu'on mettait dans les fêtes de village chez nous en Bourgogne. Et il y avait aussi des vieux journaux qu'il aimait bien collectionner. Alors j'ai jamais compris pourquoi il faisait ça. J'ai jamais compris à quoi ça lui servait, mais bon, c'était le genre de gars qui jetait absolument rien, et en vrai j'étais un peu pareil, donc au fond je pouvais pas trop juger. Bon, j'avais beau être toujours chez moi, et mes parents étaient ravis que je sois là, mais maintenant que j'avais goûté à la liberté quand je traînais dans l'atelier, j'avoue que j'étouffais un peu dans cette baraque. Du coup, un week-end, sur un coup de tête et sans argent, j'ai eu l'intention de me barrer quelque part, histoire de me changer les idées. Je m'étais préparé un sandwich la veille, mais juste avant de partir de beau matin, je me suis rendu compte que je l'avais perdu, ce qui m'a mis dans un état de rage pas possible parce que j'étais persuadé que quelqu'un l'avait déplacé pendant mon sommeil. Bon, au pire c'était pas très grave, hein, du coup j'ai pris mes affaires et je suis quand même parti à la gare. J'avais aucune idée d'où aller, alors je suis monté dans un train au hasard et du moment qu'il m'emmenait loin, en fait j'étais content. Alors quelques heures plus tard, je suis arrivé dans une ville que je connaissais pas du tout. Alors je pouvais supposer qu'on était dans le sud de la France parce que il faisait chaud. Je voyais des montagnes au loin, il y avait la mer, je voyais des oliviers partout. Et alors que je me posais à l'entrée de la gare pour fumer une clope, j'ai rencontré au hasard Roger, le père de Fabien, avec son vélo qui trimballait une énorme roulotte.
Je lui ai demandé où est-ce qu'il allait, comme ça, il m'a répondu qu'il allait à Rome. Je lui ai dit qu'il était déter, et puis il m'a dit, bah, tu sais, gamin, quand t'es paumé, il y a qu'une seule chose à faire, reste sur ton chemin et t'arriveras à Rome. Donc bon, bah, je lui ai dit, ouais, mais Rome, c'est quand même vachement loin. Et bah là, il me sort, ouais, c'est vrai, mais ça reste la seule destination sûre. Bon, c'était pas faux, hein, donc du coup, je l'ai suivi. Et à un moment, on est arrivé dans une presqu'île. Il y avait une sorte de ville fantôme dont tous les bâtiments, c'était des églises. Alors bon, bah, il y avait une cathédrale abandonnée, donc du coup je suis allé dedans pour voir à quoi ça ressemblait. Et là j'ai croisé Lola. Alors elle m'a sorti un truc trop bizarre, apparemment elle avait une ancêtre, arrière grande tante, qui était une nonne de plus de 800 ans et qui venait de mourir. Et apparemment elle habitait dans cette cathédrale. Et il y avait des trucs gravés sur les murs, là, des écrits, et en lisant tout ça on pouvait se renseigner sur sa longue vie. Alors il y avait des trucs en latin, donc des fois je comprenais rien. Mais à la fin c'était en français. Et de ce que j'ai pigé, bah en fait la nonne elle avait participé à toutes les révoltes sociales historiques, de la jacquerie de 1358 jusqu'aux gilets jaunes, en passant par la Commune de Paris et mai 68 bien sûr. Alors je l'admets, c'est vraiment très bizarre, hein. C'est de la part d'une nonne, c'est assez surprenant on va dire. Et pendant ce temps-là, bah, y avait Roger qui commençait à s'impatienter, et bah, il disait qu'il connaissait un très bon bar dans le coin qui servait des bières au sirop de pomme. Du coup on y est allé. Et là, on a rencontré Fabien. En fait, il était devenu barman dans cette ville fantôme depuis. Alors la bière, elle me rappelait étrangement le goût du ratafia de Cidre d'Hôte, un apéritif bourguignon vraiment excellent qui remplissait bien le bide. Et bah, j'ai demandé à Fabien comment il avait trouvé l'idée. Il m'a répondu que c'était ça l'art, composer avec ce qu'on a et faire ce qui nous ressemble le plus avec. Je lui ai dit que ça me faisait penser un petit peu à l'histoire du jazz, de ces instruments de fanfare que les esclaves noirs ils avaient récupérés pour pratiquer leur musique. Alors je sais pas comment on a fait, mais comme d'habitude on a fini par parler politique. Et bon, quand on parle politique en général, on est tellement pris par le débat qu'on compte même plus les verres qu'on se sert. Et à un moment, Lola elle a commencé à dire un truc assez flippant. Apparemment les actualités racontaient qu'un groupuscule fasciste s'était mis à raser des villages dans tout le pays, en kidnappant au hasard les habitants pour les torturer. Et comment dire, je comprenais mieux pourquoi cette ville était déserte. Ce soir-là, Fabien il voulait marcher le plus longtemps possible à côté du fleuve pour voir où est-ce que ça menait. J'étais carrément chaud pour l'accompagner. En plus, fallait quand même qu'on digère tout cet alcool qu'on s'était mis dans la tronche. Après des heures de marche, le paysage c'était un peu toujours le même, hein, j'avoue. C'était de l'eau, des champs, des ponts, des montagnes au loin. En vrai, la seule chose qui changeait, c'était les bars, dans lesquels d'ailleurs on s'arrêtait tout le temps pour boire un canon. Et ces bars, en fait, c'était des sortes de manoirs où les serveurs, ils avaient l'air d'avoir des âges, comment dire, très avancés. Probablement des super centenaires avec un caractère hyper aigri et vulgaire. Bon, au moins, ce qui était cool, c'est que ils nous servaient toujours un petit Dijon à la fin, hein. On était peut-être pas en Bourgogne, mais au moins ça, c'était bourguignon. Alors on a marché comme ça longtemps, à tel point que le soleil il commençait à se lever. On a bien dû faire une trentaine de kilomètres et j'avais les pieds qui faisaient mal. C'était à cause de ces putains de chaussures là que je venais de m'acheter. Elles étaient pas encore adaptées. Mais au bout d'un moment, il y a eu un truc que j'ai trouvé un petit peu bizarre quand même. Je commençais à remarquer que le pont sur lequel on marchait, il s'était mis à devenir plus long. Genre la destination, elle était pas aussi loin que ça quand on est arrivé sur le pont. Le fleuve, il commençait vraiment à prendre de la largeur. Et au bout d'un moment, on avait l'impression de marcher au-dessus de la mer, c'est pour dire. Fabien, lui, il disait rien, donc je me disais que c'était peut-être moi qui étais fatigué. Mais plus on marchait, plus ça devenait gros. En plus, il y avait des vibrations dans la terre et je voyais que les poissons, ils commençaient à fuir tous dans la même direction. C'était un peu chelou quand même. J'ai dit ça à Fabien, mais bon, lui, il était complètement sceptique. Pour lui, tant qu'il y avait du soleil, c'était une bonne marche, quoi. Mais visiblement, j'ai bien eu raison parce que on a commencé à voir la route se fissurer par terre. Le sol il bougeait de droite à gauche, un peu comme quand on est dans un bateau là et que la mer elle est agitée. Et il y avait des gens qui se mettaient à courir. D'ailleurs c'était bizarre, la beauté du paysage, ça faisait contraste avec les cris de détresse. Alors évidemment au bout d'un moment, le pont il a pas supporté. Sous un effet élastique, il a commencé à se détruire, un peu comme une vieille corde de guitare qui se pète d'une seconde à l'autre. Et là c'était vraiment critique, fallait vraiment qu'on rejoigne les terres avant qu'on tombe dans la flotte. Alors on a commencé à tracer, il y avait des petits chanceux qui étaient en voiture et qui commençaient à rouler vite sur le pont, et je les entendais râler comme des parigots parce que y avait du monde sur la route. C'était vraiment un bordel pas possible. Mais il y en avait aussi qui s'arrêtaient pour prendre des gens en stop.
Nous, par principe, avec Fabien, on laissait passer en premier les femmes enceintes et les gosses. Alors au bout de quelques minutes à peine, le pont se mettait vraiment à se décomposer. Moi j'ai regardé un moment derrière et je voyais qu'à des kilomètres de nous, le pont il s'effondrait, et si on restait là, ça allait nous entraîner dans l'eau. Alors à force de courir droit, on a fini par atteindre une ville, et il y avait des palmiers partout, des gens qui souriaient, des gens qui se baignaient à la plage, enfin bref, c'était vraiment une autre ambiance. Mais il y avait surtout des restos. Alors avec Fabien, on s'est permis une petite récompense. Bon, c'était super cher, mais les plats valaient le coup. On avait là un beau plateau de fruits de mer avec un excellent vin blanc. Ah bah oui, hein, parce qu'avec Fabien, quand il s'agit de se faire plaisir, on fait pas dans la dentelle, comme on dit. Même si bon, quand on racontait aux gens l'incident du pont, personne voulait nous croire, c'était un peu trop gros. Mais pour qu'on continue à dire des racontards, on nous payait des verres à des digestifs. Alors nous, on se prêtait au jeu. Alors j'avais pas du tout prévu ça, mais à force de bouffer, de boire trop de vin et des bières, avec mes conneries, je m'étais ruiné comme une merde. Du coup, fallait que je m'investisse plus dans mon taf, car oui, depuis j'étais allé postuler dans l'assaut de Carlos, le clodo-philosophe, rappelez-vous, et j'ai été pris. Du coup, j'avais un nouveau rythme de vie. À la fois, j'étais professeur dans l'assaut, et à la fois, j'étais musicien de rue. J'allais souvent jouer à Paris, plus particulièrement à Montmartre. En fait, j'adorais cet endroit parce qu'en tant qu'artiste, j'y avais toute ma place. Et puis, en plus, il y avait une belle vue. Et je croisais souvent mon frère qui habitait dans le coin, avec qui on finissait toujours par se faire un petit marathon dans les bistrots du quartier. En fait, ma vie à ce moment-là, c'était un peu n'importe quoi. J'étais plus vraiment chez mes parents, mais j'avais pas non plus d'appartement. Du coup, j'étais à moitié nomade. Je dormais soit dans mon lieu de travail, soit chez des gens pour qui je jouais de la musique, soit je squattais l'appart de mon frère. Mais ce jour-là, quand je suis allé chez lui par la fenêtre, j'ai vu un truc qui était, pas très habituel. J'ai cru voir au loin des pyramides. Pourtant, il me semblait pas qu'il y avait des pyramides autour de Paris. Dans mes souvenirs, c'était plutôt la banlieue qu'on voyait. Mais là, on avait direct un désert total avec des pyramides qui avaient jailli du sol. Alors pour pioncer, j'avais trouvé mes astuces, mais j'avais aussi trouvé des plans pour prendre des douches et faire mes besoins. J'avais réussi à trouver dans la gare de l'Est des chiottes publiques pas trop dégueulasses et gratuites. En fait, c'était des toilettes turques. Et je pouvais me servir de ça pour me doucher en reliant le robinet pour se laver les mains à une pomme de douche que je faisais passer dans ma cabine. Bon, c'était pas le top, hein, par contre c'était des douches froides et on pouvait même pas fermer la porte à clé. Et en sortant un jour, j'ai croisé mon collègue Carlos, ou Carlos comme il disait, hein, qui était prof de peinture dans l'assaut. Et en fait, c'était lui qui m'avait filé tous ses plans. La douche dans la gare de l'Est, le fait de dormir dans mon lieu de travail. Ce mec, il vivait vraiment une vie de bohème et il se démerdait parfaitement pour dépenser le moins de thunes possible. Et moi, ça me fascinait. Je lui ai demandé s'il faisait la manche aussi pour vivre, et il m'a dit non. Apparemment, c'était les gens qui lui donnaient de la nourriture par pure générosité. Avec son mauvais français et son fort accent espagnol, il essayait de me dire que c'était pas l'argent qui l'intéressait, mais le contact humain. L'argent, c'était pas nécessaire pour se nourrir, ni boire, ni se trouver un endroit pour dormir, selon lui. En fait, c'est pas qu'il avait pas envie de dépenser des sous, c'est juste que, en fait, il s'en battait les couilles d'être pauvre ou riche, parce que de toute façon, dans son monde, l'argent, ça existait pas. Je sortais donc de la gare de l'Est quand tout à coup j'ai eu quelque chose de super bizarre. Alors que je marchais dans la rue d'Alsace pour rejoindre la gare du Nord, c'était pas les rails et les trains que j'ai vus en bas, mais un vaste océan qui écumait une plage de galets, exactement comme en Normandie. Du coup j'ai appelé Carlos, je lui ai dit regarde ça mec. Il s'est ramené, comme d'habitude il a sorti son matériel pour peindre un tableau du paysage. Et en disant que l'avantage quand on passe toute la journée dehors, c'est qu'on peut voir des choses qu'on verrait jamais d'habitude. Alors si lui se plaisait dans ce mode de vie, moi j'avoue que j'avais quand même toujours une petite envie de trouver une situation plus stable. Alors un jour, j'avais trouvé 2 apparts intéressants au niveau du prix du loyer et de la localisation. Alors j'ai visité le premier, bon il se trouve qu'il était pas terrible hein, malheureusement, je sentais qu'ici il y avait des cambriolages fréquents. C'était au rez-de-chaussée et puis bon à la fenêtre tu voyais des gens qui étaient pas forcément très nets qui zonaient par ici toute la journée. Du coup je suis allé au 2e appart. Mais bon, pas de chance, hein. Pendant que je visitais le premier, y a un petit bâtard qui l'a pris. Et c'était dommage parce qu'il était plutôt bien situé, classe, au dernier étage d'une tour gothique. Du coup, à nouveau, j'avais nulle part où aller. J'étais dans un quartier de Paris que je connaissais pas du tout. Mais ce qui était bizarre, c'est que dans la rue où j'étais, en fait, il y avait toutes les églises que je connaissais. La cathédrale de Notre-Dame, l'église Saint-Vincent-de-Paul, la basilique de Montmartre, la cathédrale de Sens. L'église de mon village en Bourgogne et plein d'autres encore. Il y en avait une qui était ouverte, alors du coup dans le but d'y passer la nuit, je suis rentré là-dedans. Je suis arrivé en plein milieu d'une messe et il y avait une dizaine de pèlerins qui priaient.
Ça devait être une messe de bénédiction, quelque chose dans le genre. De toute façon, après moi j'en sais rien, hein. J'étais pas chrétien et la messe elle était en latin. Moi en vrai tout ce que je voulais c'était m'installer là pour la nuit. Hein. Et puis à un moment, le prêtre il a dit un truc, les pèlerins ils se sont tous levés d'un coup et ils sont mis à partir. Alors bon, comme j'avais rien à faire et qu'il était encore tôt, hein, il devait être 2 h de l'après-midi, bah du coup je les ai suivis sans savoir où ils allaient. Mais au bout d'un moment, j'ai quand même compris qu'ils étaient partis pour une marche plutôt longue, de plusieurs mois, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, maintenant qu'on était le soir et qu'on était sorti de Paris depuis un moment, bah j'avais un peu la flemme de faire demi-tour. J'ai pensé à Carlos qui prônait le contact humain, et de toute façon, je me disais que ce soit dans une église ou avec des pèlerins, dans les deux cas, je dormais en sécurité, et là, il y avait des gens avec qui je pouvais passer la nuit. Du coup, je les ai rejoints définitivement dans leur marche. J'ai marché comme ça pendant 2 mois sans savoir où en aller. Et un jour, alors que j'étais dans un bar en train de me mettre une murge, j'ai entendu 2 mecs causer en latin. Je comprenais que dalle, mais je savais que les mots qu'ils utilisaient c'était des mots vulgaires, sûrement pas le latin du Vatican. Hein. Alors en fait, ces 2 mecs-là, c'était Fabien et son père qui étaient en train de parler politique en étant complètement bourrés. Et j'étais content de retrouver des gueules que je connaissais, alors je me suis joint à leur discussion. Par contre, il y avait un truc qui était trop bizarre, c'est que j'avais beau leur dire qu'avec moi ils pouvaient parler en français, eux ils voulaient continuer à causer en latin pour travailler la langue. Il y avait Carlos aussi qui traînait dans les parages, hein. El famoso Carlos. J'ai fait un bout de chemin avec lui et je pouvais constater que on se comprenait de mieux en mieux quand on se parlait. Et en fait, je savais pas si c'était lui qui avait amélioré son français ou si c'était moi qui avais fait des progrès en espagnol. En tout cas, on était d'accord pour dire que le paysage était excellent. Et je pense qu'on devait être en Occitanie sur le sentier Qatar, quelque chose dans le genre. Alors pendant qu'on marchait, Carlos lui disait que quand la pierre faisait effet, on pouvait voir les fantômes et qu'apparemment pour y arriver, fallait penser à l'instant présent, mais vraiment le plus possible, sans penser au futur ni au passé, vraiment un truc pur. Et non mais Carlos en fait c'est un peu ce pote taré mais qui dit des trucs captivants des fois. Et donc on a fini par trouver refuge dans un château Qatar. Et on n'était pas les seuls parce qu'en fait, Carlos, il avait carrément organisé une fiesta en invitant tous ses frères. Et c'est marrant, j'imaginais pas du tout qu'il était d'une famille nombreuse. Et ce qui était encore plus drôle, c'est qu'en fait, il avait 2 grands frères blancs et 2 petits frères noirs, mais ils avaient tous la même gueule, la même voix et la même personnalité. Et en plus, ils jouaient tous de la basse. les mecs, en fait, ils avaient formé un groupe de rock uniquement composé de bassistes. Et je me disais que ça plairait bien à mon frère qui en joue aussi. Alors justement, il me parlait de fantômes tout à l'heure, et c'est là que j'en ai vu. Comme j'étais un peu bourré, du coup je vivais l'instant présent, et là j'ai pu voir devant moi une sorte de bal folk, mais genre un bal folk d'il y a 800 ans. Je pouvais voir des cathares qui dansaient, il y avait des troubadours qui jouaient, il y avait de l'hypocrase, ça chantait en occitan, et en fait je me disais que ça ressemblait un petit peu au bal folk que je connaissais, du coup j'ai dansé avec eux. Alors bon... Carlos et ses 4 frères, ils se foutaient de ma gueule parce que je savais pas danser la danse d'ici. Eux, ils étaient là, ils connaissaient par cœur les paroles de la chanson et ils chantaient tous en chœur. Et puis à la fin, ça m'étonne pas du tout, mais tous les 5, ils se sont mis à sortir des gros tupperwares de leur sac et ils ont commencé à mettre dedans toute la bouffe du buffet qu'il y avait. Et ils disaient que c'était dans le but de ne pas faire de courses pendant 1 semaine. Alors à ce moment-là, je me suis vraiment demandé s'ils comptaient vivre comme ça toute leur vie. Et puis je me suis rappelé que c'était Carlos, quoi. Alors l'automne arrivait, je me rendais compte que la rentrée approchait bientôt. Alors apparemment au taf les affaires marchaient super bien. Les cours que je faisais plaisaient, les concerts que je faisais donnaient envie aux gens de prendre des cours avec moi. Du coup niveau thunes, ça j'étais plutôt rassuré pour l'année qui allait commencer. Et parmi les nouveaux élèves qui se sont inscrits à mon cours, il y en avait une qui était de Bourgogne, dans le même village que mon grand-père. J'avais fini depuis un bon moment la marche qui s'était arrêtée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et depuis, on a fait que de boire des coups dans des tavernes avec Carlos, Fabien et son père. Je sais pas pourquoi, mais alors que je l'avais pas pris avec moi à la base, dans une rue par hasard j'ai retrouvé mon vélo. Alors ça tombait bien parce que je voulais pas prendre le train parce que j'avais pas envie de payer. En fait je devenais vraiment comme Carlos quoi du coup. Et donc j'ai décidé d'aller en Bourgogne en vélo. Alors j'avais beau expliquer que c'était pour le taf, Carlos lui prenait ça pour une aventure de dingue et il a direct voulu me suivre. Et pendant le voyage il pratiquait sa passion, la peinture. Sauf que là c'était bizarre, il avait le don de rendre des paysages qui étaient pourtant magnifiques en des tableaux d'horreur. C'est-à-dire que s'il voyait un arbre, il le faisait saigner. Si le ciel il était bleu, il le dessinait en gris avec des nuages de feu. Et s'il y avait une autre source qui coulait le long du chemin, il en faisait du sang. Je lui ai demandé pourquoi il mettait autant de haine dans ses tableaux,
Et il m'a dit que quand il sentait qu'il allait nous arriver des bricoles, bah ça l'inspirait pour peindre des tableaux. Ah tu parles, c'était vraiment pas rassurant du tout parce que la plupart du temps, bah c'était vrai en plus. Une roue crevée, un barrage sur la route, un bar trop cher, la pluie, un village de connards, bref, à chaque fois qu'il y avait une merde dans le genre, il y avait toujours un nouveau tableau dans nos bagages. Alors au bout de quelques jours, on a fini par arriver en Bourgogne, dans le fameux village. Je sais pas pourquoi, mais là le piano, alors que d'habitude il est dans le salon, bah là il était dans le jardin. Et pourtant il faisait pas très chaud hein, dehors. En fait il faisait même un temps de merde pour être honnête. C'est-à-dire il y avait du vent, un début de pluie, on entendait un orage arriver au loin. Bah en même temps c'est ça, hein, la Bourgogne c'est des terres vallonnées. Quand tu vois un nuage gris au loin, t'es quasi sûr que tu vas devoir te le taper. Hein. Je dirais même qu'une fois qu'il sait que tu l'as regardé, il t'a déjà choisi comme cible. Alors mon élève, c'était une meuf que j'avais rencontrée une fois dans un bal folk à Ménilmontant, qu'on va appeler ici Maude. Je devais lui enseigner le chant. Et elle chantait juste, hein, mais pas assez fort. Et quand je lui disais qu'on allait travailler ça, elle répondait que c'était parce que dans l'enregistrement, la chanteuse chantait pas fort. Une excuse classique. Mais bon, bah, j'étais content de la retrouver. En revanche, ce qui me mettait super mal à l'aise, c'est qu'à côté, bah, Carlos qui squattait la baraque du grand-père, il nous fixait avec un air terrifiant. Et je connaissais ce visage, ça sentait mais vraiment pas bon du tout. Parce que c'était exactement la gueule qu'il faisait juste avant de prendre ses pinceaux et peindre un tableau d'horreur. Alors je sais pas si c'était Maud qui l'inspirait ou si c'était moi, mais dans tous les cas, je me disais que s'il commençait à prendre ses pinceaux là, c'est qu'il y en avait un de nous deux qui allait faire une connerie. Du coup j'ai mis fin au cours, et j'ai dit à Maud qu'on allait reporter ça une autre fois, et là comme par hasard, bah, Carlos il s'est arrêté de peindre. En fait c'était plus vraiment le même depuis un certain temps. Là il était vraiment devenu flippant avec ses tableaux d'horreur et ses mauvaises nouvelles permanentes. Je me disais qu'il y avait forcément un truc qui tournait pas rond dans le monde pour que même un type comme lui devienne comme ça. Je me suis posé dans la salle à manger, et alors que j'allais regarder la télé, le temps que la pluie s'arrête, j'ai vu mon grand-père apparaître, lui qui était pourtant décédé depuis. C'est bizarre, mais il avait l'air plus jeune, mais avec moins de cheveux. Et lui aussi, il faisait une tête super sérieuse, alors que en temps normal, il m'aurait proposé une bonne bouffe, un Dijon, et on aurait chanté des chansons paillardes. Et là, il était assez bizarre, quoi. Il refusait de me parler autrement qu'au téléphone, alors qu'on était dans la même pièce pourtant. Du coup, avec la qualité pourrave du micro, bah, j'ai pas capté tout ce qu'il disait. Mais j'ai cru comprendre vite fait qu'il me parlait d'un vieux carnet avec des photos qui dataient de la guerre. Dans la baraque, il y avait aussi mon cousin. Je lui ai raconté que le grand-père était là, et il m'a dit que c'était normal, des fois il apparaît comme ça, mais ça dure jamais vraiment très longtemps. Alors j'ai pas réfléchi plus que ça, et comme il avait arrêté de pleuvoir entre temps, j'ai pris mon vélo. Quand j'ai découvert avec horreur que j'avais les 2 pneus crevés. Putain, c'était ça ce que Carlos il voulait me dire en fait. Du coup j'ai pris le train, je partais pour Paris. Ça m'a rappelé de bons souvenirs en vrai, parce que ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas pris ce train. Je connaissais par cœur les paysages, les bois, Lyon, les villages qu'on passait. C'est en passant sur le pont, parce qu'à un moment il y a un pont qui ressemble un peu à celui du Poudlard Express là dans Harry Potter, et c'est là qu'il y a eu un truc un peu bizarre. Le train il s'est arrêté mais d'une manière vraiment brute. Alors au début dans ma tête je me disais juste que c'était relou, mais à un moment j'ai commencé à capter qu'il y avait un truc qui tournait pas rond dans le wagon. Je voyais que tout le monde était paniqué, je me disais qu'il y avait peut-être une embrouille entre un contrôleur et un mec qui avait fraudé. Mais vu la dégaine des gars qui venaient d'entrer dans le wagon, je me disais qu'il y avait vraiment un truc chaud qui se passait. C'était un groupe d'individus bizarres avec des masques flippants qui faisaient penser un peu à ceux du Ku Klux Klan. Ils avaient des armes à feu sur eux et kidnappaient au hasard des passagers, on savait pas pourquoi. Et là du coup je me suis rappelé de ce que Lola disait l'autre fois, quand elle parlait d'un groupuscule fasciste qui rasait des villages entiers, et j'ai direct fait le rapprochement dans ma tête, en fait j'étais sûr que c'était eux. J'imaginais des tas de trucs horribles dans ma tête, soit ils faisaient d'eux leurs esclaves, soit leurs cobayes pour réaliser sur eux des expériences douteuses, soit ils les torturaient, mais bref, dans tous les cas c'était atroce. Une chose était sûre, on n'a jamais revu les gens qui ont été enlevés, et d'ailleurs cette bande de criminels, on savait absolument rien d'eux. Ils se parlaient même pas en fait entre eux, ils se parlaient pas avec des mots en tout cas. Leur façon de communiquer c'était uniquement des gestes violents. En fait, ils attrapaient direct les gens, au hasard, et ils disparaissaient avec eux. C'était tellement d'une violence gratuite que je commençais à croire que ces mecs-là, c'était des aliens.
Ce soir-là, je devais faire un concert dans l'église de Notre-Dame de Clignancourt, un concert de musique médiévale, et j'avais été embauché par Monsieur Dupont, un passionné d'histoire qui travaillait dans la mairie du 18e. C'était un monsieur vraiment très intéressant et sympathique que j'avais eu au téléphone, très cultivé, qui connaissait sur le bout des ongles toute l'histoire de son arrondissement. Alors le concert se passait bien, le public était ravi, il y avait une bonne acoustique dans l'église, quand tout à coup, à nouveau, en plein milieu du morceau que je faisais, j'ai vu la porte de l'église exploser, et il y a ces mêmes gars qui ont débarqué. Je les voyais avec horreur enlever des gens du public un par un. Moi j'étais tétanisé depuis la scène, je voyais ça, je réagissais pas. Mais Monsieur Dupont, il m'a attrapé, il m'a emmené dans les coulisses, il m'a dit c'est vraiment trop dangereux de rester là quoi. En fait la rumeur racontait que ces gars-là avaient déjà enlevé la moitié de l'humanité. Et j'apprenais aussi que leur nom c'était les Illuminés de la Seconde Lune. On dirait vraiment le nom d'une secte, avec des gens vraiment tarés à l'intérieur. Du coup, j'ai décidé de quitter Paris le soir même sans savoir où j'allais. Et mon seul but c'était de trouver une montagne. Dans le train, par la fenêtre, je pouvais voir qu'effectivement les banlieues avaient été rasées. Il y avait de plus en plus de pyramides à la place des immeubles. Et à chaque fois qu'on passait une ville, je voyais avec horreur des maisons et des magasins vides, abandonnés. Et je savais que ça voulait dire que cette bande d'illuminés était passée par là. Moi, tant que je voyais ça dehors, moi je descendais pas du train, c'était mort. En fait, ces mecs-là, ils étaient vraiment improbables. Genre, leurs attaques, ça pouvait surgir n'importe quand et viser n'importe qui. Hommes, femmes, enfants et vieillards. Vraiment, personne n'était épargné. Et là, le train, il s'est à nouveau arrêté. Et cette fois, c'est Monsieur Dupont qui se faisait enlever à son tour. Alors, même si je savais que c'était cause perdue, j'ai essayé de lui venir en aide. Je foutais des grosses tartes dans la gueule du taré qui l'attrapait. Mais c'est bizarre, en fait, je me disais qu'en m'attaquant à eux, ils allaient m'enlever moi aussi. Et pourtant, tant que c'était pas mon tour, je voyais qu'ils en avaient absolument rien à foutre de moi. En fait, ils se sont contentés juste de me pousser par terre. Et là, y a un autre passager qui était bien caché sous un siège, qui m'a attrapé en disant que j'étais fou. Et il faisait vraiment très sombre dans cette putain de cachette. En fait, vraiment, fallait pas être claustrophobe. Et on voyait rien. Mais par contre, on entendait tout. Franchement, c'était les heures les plus longues de ma vie parce que j'entendais chaque passager du wagon se faire enlever un par un, dont des enfants. À l'oreille, je comprenais qu'il y avait de moins en moins de personnes, jusqu'à ce qu'il reste plus que moi. À un moment, j'ai commencé à les entendre fouiller sous les sièges, et j'étais clairement dans la merde parce que s'ils me chopaient, j'étais terminé. Sauf que j'étais à plat ventre, et par les vibrations, je pouvais sentir que le train il roulait plus. Ça voulait dire que j'étais au terminus. Alors je me suis levé, j'ai pas réfléchi, et je suis sorti de la cachette et je me suis barré le plus vite possible. Je pouvais entendre dans la gare que mes pas c'était pas les seuls. Clairement, là il y avait les illuminés qui me coursaient derrière, ça c'était sûr. Je traçais encore plus vite comme je l'ai jamais fait. Et puis à un moment, j'ai fini par atteindre un parc où il y avait des jeunes de cité, des mecs qui avaient l'air de s'en battre les couilles des actus. Ils étaient là tranquilles à fumer des bédos et à écouter du rap. Et ils m'ont dit qu'il y avait un endroit à l'autre bout de la rue où je pouvais me réfugier. Du coup j'y suis allé. J'ai réussi à trouver une maison abandonnée dans le dernier étage d'un immeuble. Et vraiment par hasard, dans cette baraque-là à moitié en ruine, j'ai retrouvé Fabien. En fait, lui aussi s'était réfugié ici. Dans ce quartier-là et dans cette maison, paradoxalement, on était plutôt en sécurité. Parce qu'en fait, les illuminés, apparemment, ils osaient pas trop s'attaquer à cette banlieue-là. Parce que c'était un quartier chaud et où t'avais des trafics de drogue. Et par contre, fallait juste pas qu'on sorte de la baraque. Il y avait une vieille télé qui était là, et du coup on l'a allumée, et c'était Lola qui présentait les infos ce jour-là. Alors ça nous rassurait de savoir qu'elle était toujours en vie, mais par contre on espérait que parmi les gens kidnappés, elle cite pas de noms qu'on connaissait. Alors avec des planches, des tables, des meubles, Fabien et moi on a carrément barricadé la maison. On s'était acheté un max de provisions, des boîtes, des clopes, des bières, parce que vraiment on savait pas combien de temps fallait tenir ici. Sauf que, au bout de quelques mois, j'avoue que là, la colocation, elle a fini par être vraiment infernale. Parce que Fabien, en gros, c'est un mec qui est assez bordélique, pas discret du tout. C'était un peu le genre à mettre la musique hyper fort dès le matin et l'arrêter tard le soir, voire même à la laisser toute la nuit. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es gosse, quand il y a tes parents qui partent en week-end, et qu'il reste plus que toi et ton frangin dans la baraque. Fabien, sous prétexte que la maison, elle était déjà dégueulasse quand on est arrivé, il faisait aucun effort pour l'entretenir. Il rangeait vraiment rien. Et t'avais des mégots partout, des emballages de bouffe qui traînaient par terre,
Et encore, je parle même pas des canettes de bière qui traînaient là depuis des mois. En plus, il s'est mis à faire des vidéos où le but c'était uniquement de clasher des gens sur YouTube, sur des sujets hyper tendax en plus, des trucs politiques. Je lui disais qu'il allait finir par lui arriver des bricoles. Mais il s'emmerdait tellement qu'il écoutait rien, je pense qu'il commençait vraiment à devenir fou en fait. En même temps, comment ne pas le devenir dans ces conditions ? Je veux dire, ça fait des mois qu'il tournait en rond dans la même pièce, il avait perdu son taf, ça faisait depuis des semaines qu'il avait aucune nouvelle de son père, et puis franchement, quand on regardait par la fenêtre, on sentait qu'il y avait vraiment un truc qui tournait pas rond dans le climat. L'air, comment dire, elle était devenue tellement trouble qu'on n'arrivait même pas à voir le bâtiment d'en face. Un soir, Fabien, alors qu'il traînait sur YouTube, il a reçu un commentaire hyper violent, une menace de mort littéralement qui venait de la part d'un utilisateur anonyme. Alors je pensais qu'il allait faire pareil, et je voyais déjà les emmerdes arriver, mais en fait il a eu un move trop bizarre, genre en fait il a répondu à son commentaire mais en se faisant passer pour un mec complètement bourré. T'avais des fautes d'orthographe comme j'en ai jamais vu, et le mec en fait en croyant qu'il avait affaire à un gosse ou à un handicapé, bah il lui a foutu la paix. J'ai trouvé ça vraiment intelligent. Cependant, là j'en pouvais vraiment plus de vivre dans ces conditions, c'était pas possible en fait. J'aimais bien Fabien, hein, c'était mon meilleur pote, mais vivre dans la même pièce que lui, franchement c'était vraiment quelque chose qui me dépassait. Hein. Je sentais que là si je restais là, j'allais devenir fou à mon tour, et j'étais pas fier, hein. Vraiment pas fier, mais du coup j'ai pris mes affaires et j'ai pris la porte. Sur le chemin, je m'étais dit que j'allais retourner dans la tour, chez mes parents, mais j'ai oublié un truc, ces putains de pyramides qui avaient remplacé les banlieues autour de Paris. Alors il me restait pas beaucoup de batterie, mais j'ai appelé mes parents pour avoir des nouvelles, et à chaque fois que la sonnerie elle vibrait, j'imaginais le pire. Ça a dû sonner comme ça pendant au moins 2 minutes, puis au bout d'un moment ça a décroché. Alors j'étais rassuré parce que j'ai entendu la voix de ma mère au téléphone, et j'entendais qu'elle était dans un endroit où il y avait du monde, et elle m'a dit que la maison avait bel et bien été détruite par les illuminés de la seconde lune, parce que en fait maintenant ces bâtards ils pénétraient Paris, et ils avaient déjà kidnappé la moitié de la population. Alors ceci dit, comme il y avait des appartes non habités, soit parce que leur propriétaire ou leur locataire s'était fait enlever, grâce à une asso de gauche, les gens des banlieues en fait ils ont pu trouver refuge dans ces logements à Paris. Même s'ils étaient parqués par 10, voire 20 des fois, dans la même baraque avec des inconnus, bon, au moins c'était déjà ça. J'ai dit que j'allais les rejoindre, mais bon, elle m'a déconseillé de le faire parce qu'en fait le climat politique était devenu hyper tendax à Paris. Apparemment il y avait des inondations, des crues, c'était dû à la crise écologique. En même temps, avec toutes les conneries que ce gouvernement capitaliste avait fait ces dernières années, bon, c'était pas très étonnant, hein. Et puis c'est dans ces périodes-là que les idées extrêmes elles ravagent la société, et à Paris visiblement ça plaisait pas du tout aux bourgeois que les banlieusards s'installent ici. À tel point qu'ils faisaient même front commun avec les illuminés pour les dégager. Ah ça, il faisait pas bon être pauvre ou immigré dans les rues de Paris, hein, ça je vous le dis. Bon alors si je pouvais pas aller chez mes parents, j'ai appelé mon frère, mais ça répondait pas. Comme il était médecin, j'imaginais qu'il devait avoir beaucoup de taf en ce moment, avec ces attentats, ces maladies qui se propageaient dans toute la capitale, peut-être pour ça qu'il répondait pas. Du coup, il me restait plus qu'un seul lieu, mon lieu de travail. Je me disais que j'allais peut-être retrouver Carlos, il devait sûrement avoir des bons plans hein, dans ce genre de situation, mais comment savoir s'il était toujours vivant? C'est le seul mec que je connais au monde qui a jamais eu de portable. Quoi qu'il en soit, si je partais pour Paris, fallait surtout pas que je prenne le train, vu comment j'ai failli y passer la dernière fois. Un peu plus tard, je me trouvais dans une sorte de chambre d'hôtel, en train de regarder la télé. Alors ça flottait comme pas possible dehors, et à la télé il y avait des inondations qui passaient en direct. Je voyais des mecs en costard cravate sur le plateau qui débattaient pour savoir qui étaient les fautifs de la situation. Putain, et clairement on nageait en plein délire. Ces mecs-là arrivaient à faire croire aux gens que c'était la faute des partis de gauche, soi-disant parce qu'en faisant venir les banlieusards dans la capitale, ils contaminaient les Parisiens du virus. Je commençais à zapper, mais en fait je constatais que il y avait plus qu'une seule chaîne à la télé. Je me suis dit ça y est, putain, le gouvernement a fini par interdire les autres médias. Ça m'a énervé donc j'ai éteint la télé. Là j'ai reçu un message de Lola et elle disait que on était dans le même hôtel. Alors il y avait un bar au premier étage, du coup je l'ai invitée à boire un coup. Elle avait l'air un peu angoissée, comme si elle essayait de fuir quelque chose, mais elle voulait pas trop en parler. Lola c'est un peu le genre de meuf qui est toujours de bonne humeur. C'est pas trop son truc le conflit. Mais au fond de moi j'avais très bien compris ce qui s'était passé. Je pense que en tant que journaliste d'un média de gauche elle a dû prendre cher. Et là tout à coup dans la salle on a entendu un cri.
C'était le mec de l'hôtel qui paniquait à mort. Avec la pluie, la flotte, en fait, elle a commencé à gagner le sol. Et là, t'avais une énorme flaque, le genre de flaque que tu vides pas avec des casseroles. Ça a commencé à engloutir tout le bâtiment, et avec Lola, on est monté au dernier étage. Il fallait vite qu'on trouve une issue, du coup j'ai pété une vitre et on s'est retrouvé dans l'eau. Je pense qu'on devait être au niveau du toit, par là. Par chance, il y avait un bateau abandonné qui flottait juste à côté, alors on s'est réfugié là-dedans et on s'est dit qu'avec le courant, on allait atteindre Paris. Je recevais des appels de mes parents, mais avec mon portable qui avait pris l'eau, c'était quasi impossible de répondre. Avec l'empreinte digitale là qui marche pas quand il y a trop d'eau sur l'écran. Bref, il faisait super froid, mais vraiment comme pas possible, il y avait une énorme tempête. J'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction, je vous jure, avec une ambiance de fin du monde là. Le courant, bon, il était plutôt rapide et au bout de quelques heures, on a fini par atteindre les rives parisiennes. Parce que ouais, en fait, le truc c'est que le machin là, c'était carrément devenu une île, hein. Avec la butte Montmartre qui dépassait plus ou moins de la surface, les rues, elles étaient quasi vides. J'ai jamais vu Paris comme ça, à part peut-être pendant le Covid. Et là-haut, j'ai entendu une voix qui chuchotait depuis un balcon. C'était une meuf, assez jeune, qui nous disait de la rejoindre. On s'est pas posé de questions, on est monté. Quand on a vu la baraque, on aurait dit une maison de chérie. Il y avait des meubles luxueux, des grandes fenêtres et on devait être sur un bon 100 mètres carrés, hein. Dans Paris, c'est vraiment un truc de ouf. Ah, c'est pas les gens comme nous qui avons les moyens de nous payer ce genre de baraque, hein. En fait, la meuf, c'était la maire de son arrondissement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle disait. C'est marrant, je lui aurais donné maximum 18 ans, pas plus. Elle nous a raconté que pour avoir son diplôme, elle avait tendu un chèque à ses profs. Le chèque, il était tellement énorme qu'elle a pu devenir maire sans avoir besoin de faire campagne. C'était vraiment un autre monde, hein, je vous jure. Mais du coup, maintenant que c'était la merde, elle disait qu'elle assumait plus trop d'avoir fait ça. Ah bah bravo. Je me disais que si Fabien avait été là, il aurait pas manqué de la clasher, celle-là. Alors j'ai demandé à la meuf qu'est-ce qu'elle comptait faire, du coup. Et avec un ton stressé, elle m'a dit qu'elle en savait rien parce que de toute façon, le gouvernement avait remis tous ses pouvoirs aux illuminés de la seconde lune. Ah, je sais pas vous, mais pour moi, c'était quand même des sales ordures, hein, ces gens du gouvernement. Des collabos, comme on les appelait. Et dire que c'est les mêmes personnes qui disent à longueur de journée à la télé que c'est de notre faute à nous. Putain, j'avais envie de leur mettre une tarte. C'était une époque sombre. La loi, elle était contrôlée par les illuminés. On n'avait plus le droit de sortir, ni de parler à des inconnus. Dites-vous que même avoir des fenêtres ouvertes, c'était passible d'une amende. Si un mec pouvait nous voir depuis l'extérieur, c'était assez pour être condamné par la justice. Du coup, pour pas prendre de risques, les gens ils avaient creusé chez eux des sous-sols. On faisait notre vie sous terre et il fallait à tout prix garder le secret. Moi depuis, j'avais rejoint mes parents, parce qu'en fait dans l'immeuble ils avaient fini par être les seuls survivants. Et un jour dans la baraque, j'ai vu une trappe par terre avec les vieux journaux du grand-père posés en vrac dessus. J'ai demandé à mon père pourquoi il y avait tout ça ici, et il m'a dit qu'il avait creusé lui-même des tunnels pour qu'on puisse aller au taf sans se faire cramer. Alors ça tombait bien parce que ce jour-là justement je devais y aller. Fallait que je retrouve Maud pour lui donner cours. Alors elle chantait juste et assez fort cette fois, mais pas en rythme. Alors mon père qui était là disait que c'était plus prudent que je l'accompagne à la guitare qu'au piano. Le piano ça utilisait de l'électricité et ça risquait de nous faire repérer. Alors je savais que Maud elle prenait aussi des cours de peinture avec Carlos. Du coup je lui ai demandé si elle avait des nouvelles de lui. Mais j'ai appris qu'il avait quitté la France. Elle avait pas spécialement plus d'informations. Du coup j'imaginais qu'il avait dû retourner en Espagne. C'est con parce que ça aurait été cool qu'on se dise au moins au revoir. Mais bon, c'était pas grave, hein. De toute façon j'étais sûr qu'on allait se revoir un jour ou l'autre. En fait, depuis que les Illuminés ont pris le pouvoir, y a qu'avec Lola que j'ai gardé contact. Elle aussi, elle était retournée chez ses parents à la campagne. Comme mon lieu de travail, il était pas très loin de chez elle, j'avais creusé un tunnel relié à sa cave. Alors certes, bon, il était beaucoup moins classe que ceux de mon père, mais bon, il tenait la route quand même, donc ça faisait l'affaire. En fait, à la campagne, les gens, ils étaient un peu moins surveillés, donc c'était plus sûr d'être là-bas. Lola, elle était peut-être plus journaliste, mais elle était quand même au courant de tout encore. Grâce à elle, j'ai eu des nouvelles de Fabien, et effectivement, son père, il a été capturé. Et on suppose qu'il a dû finir comme les autres, malheureusement. Depuis, il a rejoint un réseau de résistance qui s'appelait la Compagnie de la Terre Libre, et dedans, t'avais principalement des militants communistes et anarchistes. Alors Fabien, faut voir qu'il avait pas mal changé. Il voulait se venger, il était prêt à mourir pour ça. C'était plus vraiment le Fabien qu'on connaissait tout au début, qui déconnait un peu tout le temps. Mais je dis pas ça en mal, hein, c'était vraiment très bien qu'il s'engage vraiment. On était en pleine guerre civile, et malheureusement un jour on a appris que le maquis où il était, il s'était fait raser par les Illuminés. J'ai dit à Lola, t'inquiète pas, on va le retrouver, parce que pour moi c'était sûr qu'il était encore là, je pouvais pas croire que lui aussi avait péri. Pour moi c'était sûr. Fabien, je le connais bien. Fabien, c'est un mec qui a des techniques, il trouve facilement les issues, il est habitué à ce genre de situation, le mec il fait toutes les manifs du monde. Donc moi je pouvais pas croire qu'il avait disparu, c'était pas possible.
Alors avec Lola, on s'est dit qu'on allait partir à sa recherche, parce que si vraiment il était toujours là-bas, c'était super dangereux pour lui, et puis je pense que lui aurait fait la même chose si c'était nous. Donc on a pris nos manteaux et puis on y allait. Alors ça faisait bizarre de sentir l'air libre, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on bougeait, il y avait toujours 4 murs autour de nous. Et je vous jure, Paris, au loin, mais ça avait complètement changé. Il y avait personne dans les rues, que des bâtiments désertés, c'était loin d'être la ville lumière qu'on connaissait. Je peux vous dire que nous, la seule lumière qu'on voyait, c'était celle des phares sur les pyramides qui faisaient tout le tour de la ville pour détecter les présences humaines. Fallait vraiment pas qu'on se fasse prendre. Mais au cas où, j'avais récupéré un vieux flingue dans la maison de mon grand-père, sûrement un flingue qu'il avait utilisé pendant la guerre. Lola, même dans ce genre de situation, elle avait toujours son chien avec elle, et elle le faisait jouer. Elle disait que ça la faisait oublier un peu le monde obscur dans lequel on vivait, et je trouvais ça beau. On a suivi le chemin de fer, et d'ailleurs sur le chemin on pouvait voir des carcasses de trains complètement démolies. C'était probablement les compagnons de la Terre Libre qui avaient foutu des dynamites partout pour faire exploser les réseaux ferroviaires. À un moment, on est passé par un endroit qui me disait vaguement quelque chose. C'était pas très loin d'une gare abandonnée, et il y avait ce qui semblait être une sorte de vieux parc avec un boulodrome. Et là, Lola, elle m'a dit tu te rappelles des bons moments qu'on a passés ici? Et en fait, là où on se trouvait, c'était ce qui restait de l'atelier. Franchement, il y avait plus grand chose. Ils avaient vraiment tout rasé. On aurait dit complètement un autre endroit, et franchement, qu'est-ce que c'était morose. Alors au bout d'un moment, on a fini par arriver dans un village fantôme. C'était là où il y avait le maquis. On a trouvé ce qui restait de la mairie, c'était vide, et tous les documents étaient brûlés. C'était vraiment sinistre comme endroit, t'avais pas un chat. Lola, à un moment, elle m'a dit « Regarde !» Il y avait les lunettes de Fabien sur la table. Et à côté, il y avait une bouteille bizarre avec un liquide bleu là-dedans. Alors pendant que je regardais la bouteille pour voir ce que c'était, on a entendu le chien de Lola qui a commencé à grogner et à aboyer plusieurs fois. C'était assez surprenant parce que c'était pas vraiment dans ses habitudes. Et en fait j'ai compris pourquoi quand à travers la bouteille j'ai commencé à voir une silhouette bouger. Alors là j'ai sorti mon flingue et j'ai crié « Qui est là ?» Il y avait un putain d'illuminé qui se trouvait là devant nous. Il avait pas l'air net du tout, complètement zombifié avec son rire glauque. Alors le mec il s'approchait de nous, je lui ai hurlé de reculer mais il avait pas l'air de piger ce que je disais. Il continuait à avancer, du coup je me suis mis en position de tir, j'ai appuyé sur la gâchette et je lui ai explosé la cervelle. Sauf qu'un coup de feu, vous vous doutez bien que ça fait beaucoup de bruit. Il y a toutes les lumières des pyramides qui ont commencé à nous éclairer, j'ai pas réfléchi, j'ai bu le liquide bleu et caché à l'intérieur d'une cheminée j'ai aperçu Fabien. Il était vraiment dans un piteux état avec des vêtements à moitié brûlés, les dents cassées. Je lui ai dit de venir mais il voulait pas. Je lui ai dit qu'on avait pas beaucoup de temps et il a fini par se bouger. Là on a rejoint Lola qui nous disait qu'il y avait les illuminés qui commençaient à débarquer, et fallait vite partir. On a porté Fabien sur nos épaules et on s'est dirigé vers l'hôpital, celui où mon frère y taffait. Dehors il y avait des chars qui circulaient et avec leur obus ils essayaient de nous viser. Il y avait de la fumée partout mais on se dirigeait là où il y avait de la lumière et c'était chaud. Alors tant bien que mal, au bout d'un moment, on a réussi à envoyer Fabien à l'hôpital. C'était vers Bastille et Gare de Lyon par là. Quand j'ai vu le nombre de patients, putain, je vous jure, j'ai cru halluciner. Et encore, je vous parle même pas des plaies que j'ai pu voir. C'était inhumain. On aurait pu confondre cet hôpital avec une boucherie, hein, mais littéralement. Dans un couloir, j'ai croisé mon frère, qui comprenait pas pourquoi j'étais choqué, parce que lui, il voyait ça tous les jours, c'était devenu normal pour lui. Mais c'est horrible, hein, mais oui, à force de voir ça toute la journée, au bout d'un moment, on n'est plus autant choqué. C'est triste. Alors Fabien était enfin en sécurité, donc on est sorti. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai commencé à sentir une grosse brûlure à la joue droite. Et vraiment, j'ai pas compris, hein. Une douleur, mais pas possible, mais vraiment comme si on plongeait ma tête dans une flaque d'acide. Ça faisait super mal. Pourtant, je voyais rien autour de moi, il y avait personne qui me touchait la joue. Mais pendant ce temps-là, j'ai entendu deux voix. Il y avait une voix grave et une voix aiguë. C'est pas que j'hallucinais, hein, mais j'avais vraiment l'impression que ces deux voix, elles me parlaient. Et pourtant, à l'œil nu, moi, je voyais personne. Et puis là, à un moment, la douleur, elle s'est stoppée net. Là, les voix ont commencé à me parler plus calmement. En fait, les deux gars que j'entendais, ils me disaient qu'ils avaient été envoyés à moi pour me guider dans une mission.
À leur façon de parler, je pouvais constater que la voix grave c'était celle du maître et la voix aiguë celle du serviteur. Ils disaient que les illuminés de la seconde lune, ils détenaient un diamant maléfique au fin fond des Pyrénées, responsable de toutes ces catastrophes naturelles. Ils disaient aussi qu'il n'y avait pas besoin de prendre le train parce que de toute façon ils pouvaient me téléporter là-bas. Je leur ai demandé si Lola pouvait venir avec moi, mais ils ont été formels, je devais être seul, fallait pas que d'autres personnes soient au courant de la mission. Je leur ai fait confiance parce que j'aimais bien leur façon de parler, et puis de toute façon moi j'avais pas vraiment le choix, hein, vous me direz. Du coup j'ai atterri en plein milieu des Pyrénées, dans une forêt à la montagne, et pendant que je marchais, les deux gars me dictaient tout ce que j'allais devoir faire. Fallait que j'applique le plan à la lettre. Déjà je devais oublier qui j'étais, et prendre l'identité d'un officier local, le bras droit de la chef là qui disait, le diable. C'était un mec avec le visage à moitié brûlé, et c'est pour ça qu'il m'avait cramé la joue ces bâtards. Je devais apprendre par cœur une liste de villes que j'avais rasées, et le nom de tous les gens que j'avais butés. Fallait aussi que j'apprenne leur langue, que je participe à toutes leurs réunions, et ensuite, fallait que je me rapproche de leur chef, pour qu'elle me révèle la cachette du diamant. Alors sur le chemin, je voyais des pins qui se déracinaient sous la pression du vent fort, et devant moi, il y avait une sorte de temple bâti dans la roche, le genre de bâtiment, tu sens que ça date pas d'hier quoi. Donc ça y est, la mission commençait, et c'était à mon tour de jouer. Là j'ai assisté à une réunion, tout le monde était masqué, et j'ai cru comprendre qu'on était sur du complot contre la civilisation humaine. Je pense que ces gens, c'était soit un peuple d'un passé vraiment très ancien, ou d'un futur très lointain, peut-être même des aliens. En tout cas, ils semblaient être là depuis un bon moment, parce que dans le temple, je pouvais voir sur les vitraux des représentations d'eux, et ça avait l'air de dater au moins du Moyen-Âge, si vous voyez ce que je veux dire. Dans ce temple, il y avait plusieurs étages, avec des salles hyper sombres, c'était une architecture un peu gothique, et on sentait que la pierre ici, elle était vraiment très ancienne. Après la réunion, la chef, elle a voulu que je la rejoigne dans son bureau, au dernier étage. Alors si on portait des masques pendant les réunions, ici, j'ai pu voir son visage. C'était une vieille dame qui devait avoir environ 100 ans, posée sur son fauteuil en train de lire un journal et fumer son cigare. C'est là que je me suis rappelé de l'enquête de Lola, quand elle nous avait parlé d'une dame qui a fait de la prison dans les années 40. Apparemment, on l'appelait la tisseuse de l'ombre. Alors elle me disait qu'elle était vieille et qu'elle avait besoin d'un successeur digne de confiance pour continuer à contrôler le pays. Fallait donc que je lui prouve toute ma légitimité, celle du diable en question. En gros, un mec assez taré pour avoir collaboré avec elle pendant 80 ans. À chaque fois qu'elle me parlait, elle prenait une taffe sur son cigare et elle prenait bien son temps pour recracher la fumée. Alors je m'attendais à ce que la mission qu'elle me confie soit vraiment un truc horrible, un truc bien hardcore. Et je peux vous le dire, ça l'était. Parce que sur son journal, un moment, elle m'a montré une photo, et c'était Lola. Et là, sans scrupule, de manière totalement déshumanisée, elle m'a dit de la buter. Je savais très bien que j'allais pas le faire, hein, mais le simple fait de répondre oui, juste pour pas me faire cramer, mais ça c'était atroce. Quand je suis sorti de la salle, j'ai essayé de demander de l'aide aux deux voix, mais ces bâtards, ils avaient complètement disparu, je devais me démerder seul. Du coup, j'étais perdu. J'avoue que là, entre tuer Lola pour récupérer le diamant et sauver le monde, ou laisser détruire le monde pour sauver Lola, je préférais largement sauver Lola, quitte à mourir à mon tour. Parce que Lola, c'était le sang, c'est une amie comme on n'en trouve pas. Alors en fait, à force de venir aux réunions, tous les jours, je commençais à connaître par cœur les lieux. Et je savais que tout en bas, il y avait une cascade avec des poissons destinés à la bouffe. Je m'étais posé devant la cascade et j'essayais de trouver un plan. En fait, dans la cascade, il y avait un détail que je trouvais assez intéressant. Un petit barrage naturel de pierre qui séparait la cascade avec une rivière juste à côté. En gros, si vous voulez, les poissons qui étaient dans la rivière, ils étaient libres, et les poissons qui étaient dans la cascade, c'était ceux qui allaient être bouffés par les illuminés. Une sorte de piège, quoi. Mais cette fois, j'ai vu le barrage de pierre s'effondrer, et là j'ai vu tous les poissons s'enfuir vers la rivière, sauf un seul qui est resté. J'ai essayé de le pousser vers la rivière, mais il voulait pas. À chaque fois, il revenait vers la cascade. Et en fait, ça m'a grave fait penser à ce que la vieille dame, elle racontait sur la prison. Elle était restée là tellement longtemps qu'elle avait fini par considérer que la prison, c'était sa maison. Vous vous souvenez de la fois où j'avais vu des fantômes, là, sur le sentier Qatar? Et bah là, sachez qu'ici, les pierres, elles font un effet de dingue aussi. Encore plus que sur le sentier Qatar. Et là, j'ai commencé à sentir leur énergie, et tu connais. Quand je sens ces énergies-là, moi, je commence à surinterpréter les lieux. Là, je sais pas pourquoi, j'étais convaincu que le diamant, il se trouvait tout au fond de la cascade. Alors je me suis approché de l'eau, et j'ai plongé. Alors j'avoue, je m'attendais pas du tout à une eau aussi glacée et profonde. On devait être sur un bon 20 mètres de profondeur, hein, je dirais. Mais n'empêche que ça y est, je le voyais là, le diamant. Mon instinct, il avait pas menti.
J'ai vu une de ces putains de lumières bleues là tout au fond de la cascade, ça brillait. Et ça faisait contraste avec l'obscurité du lieu. Et en plus je m'en rapprochais, plus ça faisait des ultrasons. J'étais à 2 doigts de l'atteindre quand tout à coup, le poisson qui était prisonnier ici, il s'est transformé en un monstre horrible. Un truc bizarre là qui essayait de me choper avec ses dents de requin là. Je regardais la surface mais ça avait l'air super loin. Pendant ce temps-là, le poisson il était en train de me dévorer et j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Sauf que dès que j'ai touché le diamant, d'un coup, j'ai pas compris. Mais l'eau elle a commencé à bouillir. Le poisson il a éclaté comme un ballon de baudruche. Et d'un coup il y a eu une grosse explosion dans la roche. Là, le courant, il m'a projeté super loin à l'autre bout de la montagne, et je me suis retrouvé dans la forêt, seul, tout trempé, avec ce diamant dans la main. Je regardais la vue pour savoir où j'étais, et il y avait un énorme tourbillon dans le ciel, une sorte de tornade comme celle qu'il y a en Californie, mais qui se rapprochait de moi, et j'ai senti qu'on m'avait téléporté à nouveau. Je me suis retrouvé à Paris, pile là où j'étais, devant l'hôpital à côté de Lola. Et là j'ai réentendu les 2 voix qui me félicitaient. Et en fait c'est marrant mais depuis j'avais commencé à imaginer leur gueule aux 2 gars là. Mais comme ils avaient perdu leur pouvoir d'invisibilité, bah du coup maintenant je pouvais voir à quoi ils ressemblaient vraiment. Alors le mec avec la voix grave, il était chauve, il avait une peau verte, des sourcils fins et des yeux bleus. Et le serviteur c'était un mec tout maigre avec une peau pâle et des oreilles énormes. Alors ils m'ont serré la main, ils se sont barrés. Mais en mode, tu sais, ils se sont envolés dans le vent, quoi, les mecs. Parce que ouais, là, il y avait vraiment une grosse tempête, quoi. Et dans les rues de ce Paris apocalyptique, je pouvais voir bien plus de monde dans la rue, puisque je voyais des humains, des esprits, et même des extraterrestres. Et d'ailleurs, je me demandais si moi-même, j'en faisais pas partie. Alors l'explosion du temple avait vibré tellement fort depuis les Pyrénées que même à Paris, il avait fait trembler la terre, c'est pour vous dire. Lola, elle m'a dit, t'as entendu ? Elle savait pas que c'était moi qui avais provoqué tout ça, tu sais. Mais cette tempête, c'était plus celle des Illuminés. C'était la tempête qui annonçait un changement, celle de la révolution, les gars. Et elle reflétait la colère du peuple, et j'étais décidé à faire pencher la balance. J'ai commencé à courir en direction de chez mes parents. Lola, elle comprenait pas du tout ce que je faisais, je lui disais que j'avais pas le temps d'expliquer ça maintenant. Là, je voulais annoncer au monde entier que maintenant la tisseuse de l'ombre, elle était morte. C'était le moment ou jamais pour libérer Paris. Je suis arrivé chez mes parents, j'ai récupéré ma guitare électrique, je suis monté tout en haut de la tour Eiffel, j'ai branché ma guitare à tous les haut-parleurs de la ville que les Illuminés, ils utilisaient jusque-là. J'ai mis le son à fond. Et là, j'ai commencé à jouer l'Internationale. Il a fallu quelques minutes seulement pour que de là-haut, je commence à voir des explosions dans la rue. Ça y est, le peuple il commençait à se mobiliser au cri de mort aux fascistes. Ah, je vous le dis, Paris était debout et là la résistance elle allait triompher. J'étais dans un camping bizarre qui me faisait penser à une sorte d'éco-village mais sans le côté bobo. Je reconnaissais plus ou moins l'endroit, on devait être dans le parc de la Villette, parce que je reconnaissais le Trabendo au loin. Je sais plus comment j'ai atterri là, mais je me souviens que j'avais pas eu à payer. On m'a dit que la terre elle appartenait à la fois à tout le monde comme à personne, à condition bien sûr de participer aux tâches avec les autres habitants. Ici, si tu veux, c'était simple. Tout le monde était agriculteur et agricultrice, il n'y avait pas de patron et en vrai, il y avait plutôt une bonne ambiance.
tous les soirs, on finissait le taf quand le soleil se couchait et on allait servir du pinard dans un lieu commun. Les gens disaient que ça venait de nos propres vignes. Ça avait certes pas le goût du vin de Bourgogne, mais le fait qu'on le faisait nous-mêmes, je sais pas, ça le rendait excellent. C'est marrant, je me disais que ça plairait bien à Carlos tout ça. D'ailleurs, il était là, toujours avec son gros sac de rando et ses pinceaux. Alors je vous rassure, depuis il avait arrêté de peindre des tableaux d'horreur, il était redevenu le Carlos que je connaissais. Il y avait Fabien aussi qui m'avait accueilli dans le camping, et qui allait beaucoup mieux d'ailleurs. Je lui ai demandé si on était dans un camping communiste. Il m'a répondu « Oh, c'est bien plus que le camping qui est communiste, l'ami !» En fait, c'était tout Paris qui était devenu une ZAD. Ou plutôt une Z, tout simplement. Parce qu'il n'y avait plus rien à défendre, il n'y avait plus d'ennemis à combattre. À Paris, étrangement, les paysages, ils avaient bien changé. On disait qu'à Montrouge, il y avait des montagnes comme celle des Pyrénées. À Montreuil, une immense forêt de sapins comme celle du Morvan. On disait aussi qu'à Saint-Denis, il y avait des falaises comme en Écosse. Et qu'à l'ouest, il y avait la mer, avec des vagues qui allaient jusqu'à la Défense. D'ailleurs, on disait même qu'à Montparnasse, le breton c'était devenu la langue officielle du quartier. Et on pouvait y voir de temps en temps des menhirs apparaître sur la route. Ah, c'était fascinant. Alors un peu plus tard, on a rejoint Lola dans un bar. C'était une sorte de wagon de métro qui avait été réaménagé et où il y avait de la musique. On s'est servi des bières et on a bu à la santé de Paris. Lola, elle prenait des photos pour immortaliser ce moment. Je m'étais même pas rendu compte à quel point ma barbe elle avait poussé. Les gens qui jouaient de la musique, c'était mes cousins qui reprenaient Somewhere Over the Rainbow avec mon accent de merde. Dans le public, il y avait mes parents. D'ailleurs, mon père s'entendait très bien avec Carlos et tous les deux ils se parlaient en espagnol. Il y avait aussi mon frère qui buvait à la fois un picon bière et un pastis. Il disait qu'il avait pas bouffé depuis 3 mois avec toutes ces conneries. Du coup, sa table, elle était pleine de charcuterie et de fromage. Moi, je disais à Lola et Fabien qu'ici, on avait trouvé un nouvel atelier. En fait, quand j'y pense, finalement, j'étais à nouveau chez moi. Dans l'appart que j'avais tant cherché. Et c'est ainsi que se termine ce rêve. Alors les camarades, j'espère que ça vous a plu. C'était donc une fiction que j'ai écrite à partir de rêves que j'ai fait. J'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible en tout cas. En fait moi ça fait depuis 2018 que tous les matins j'écris mes rêves sur un carnet que j'ai appelé le journal onirique et que je les analyse aussi. C'est une pratique que j'aime beaucoup faire parce que même si les rêves des fois c'est un peu what the fuck, en fait c'est en même temps ce qui est le plus vrai chez nous qui se manifeste. C'est-à-dire que ça met en lumière nos désirs et nos vraies peurs. C'est l'un des mondes les moins corrompus par la société. Et en plus de ça, ça fait à la fois un résumé et un récapitulatif de notre vie. Donc ça nous apporte des réflexions dans la journée et donc même des solutions parfois. Et si solution il n'y a pas, au moins ça comble un vide, le vide de l'inconnu, et donc on passe une journée meilleure. Écrire ses rêves pour moi ça peut clairement influencer notre parcours de vie. Quand on est un peu paumé, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures choses à faire parce que sur le long terme, quand on les relit, on finit par voir que mine de rien, on a quand même évolué. Surtout quand on est un peu comme moi et que tant qu'on n'a pas atteint notre objectif, on a un peu l'impression d'avoir rien fait. Le rêve du coup, ça nous montre que c'est faux. Quand je lis les rêves que j'ai faits en 2018, je vois que les problèmes c'est pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, mais je vois aussi que les désirs changent et même des fois s'ajoutent. Tout simplement parce que depuis 2018, j'ai pas toujours eu le même quotidien, j'ai pas fréquenté les mêmes personnes, j'ai pas été au même endroit, j'ai pas eu les mêmes activités et les actualités étaient différentes. Il y avait des technologies qui étaient moins développées, voire inexistantes, et tout ça, ça façonne les rêves, comme ça façonne les idées. Alors dans les pyramides de Paris, du coup, qu'est-ce que je peux en tirer ? Pour l'instant, je vois 3 gros sujets à mettre sur la table. C'est le parcours professionnel, le climat politique et l'amitié. On parle souvent de la crise des 25 ans, une crise que les gens peuvent vivre pas forcément à 25 ans même, ça peut commencer dès le début de la vingtaine, comme ça peut se finir à 30 piges. Moi en tout cas, je pense l'avoir vécu quand j'avais entre 23, 24 et 25 ans par là. C'est une période assez chiante parce qu'on est divisé par les attentes des gens, nos rêves qui se concrétisent et les moyens financiers surtout. Et on a l'impression que c'est le seul moment pour trouver définitivement l'équilibre entre les trois parce que sinon on va se faire bouffer, soit par le travail, soit par la précarité. Et qu'après, il n'y a plus de retour en arrière. Du coup, ça met une pression de dingue. Et en plus de ça, s'il y a des déceptions, parce que bon, faut le dire, il y en a beaucoup, ça peut plomber mais vraiment sévèrement le moral. Surtout quand ça dure depuis trop longtemps. C'est aussi une période où on a l'impression que les autres ils sont plus heureux que nous. Parce qu'on les voit réussir dans des domaines où nous on aimerait avoir réussi. Ça peut être le fait de trouver un CDI, de trouver un appart ou même de trouver quelqu'un dans sa vie.
mais on relativise pas du tout, on se met pas du tout à la place de l'autre, parce que des fois l'autre, il a peut-être réussi, mais pas comme il voulait. Peut-être qu'il a pas eu le choix du tout, peut-être qu'il a été aidé, il a peut-être d'autres problèmes, on sait pas. Là, en l'occurrence, je pense que ça se voit bien dans le rêve, qu'il y a une frustration de ne pas avoir trouvé d'appart, et aussi d'être pauvre. Le fait que je erre dans des endroits insalubres, et que je suis complètement nomade dans le rêve, ça en dit long sur l'obsession que je pouvais avoir sur cette étape de la vie. Mais c'est aussi une métaphore de manque de repères. La destruction de l'atelier, par exemple, c'est le moment où on réalise qu'il va peut-être falloir être autonome bientôt. Il y a aussi le deuil du grand-père dans ce rêve, et qui est une étape aussi d'ailleurs de la crise des 25 ans souvent. Et finalement, l'amour que j'ai pour la Bourgogne, c'est lui qui m'a transmis ça. Donc la Bourgogne, c'est ce qui me lie encore à lui. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est au moment où je pars de la Bourgogne que ça commence à être vraiment la merde. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces moments-là, quand je prends le train, je sais où je vais. Et ça me fait penser au fait que mon grand-père, il était très populaire dans son village, donc les gens, en fait, m'aimaient bien d'office. Mais quand il a quitté ce monde, si je voulais être aimé, moi, ça dépendait plus de lui. Parce que depuis, il y a eu des nouveaux habitants qui ne l'ont pas forcément connu. Et j'ai fini par réussir à me faire connaître dans le village en travaillant là-bas, dans l'agriculture, en jouant dans la rue et en habitant là-bas la moitié de l'année. Alors j'avoue, pour moi qui suis plutôt d'un milieu urbain à la base, ça m'a fait très bizarre au début. Parce qu'ici on se fait connaître mais vraiment beaucoup plus rapidement et les nouvelles vont très vite. Alors au début, j'avoue, je trouvais ça un petit peu flippant, mais en fait, j'ai fini par comprendre que c'était normal là-bas, donc je me suis habitué. Alors c'est à cette période-là que j'ai commencé à avoir un quotidien différent, et pour de vrai, c'est là que j'ai commencé à voyager seul, en faisant des randos d'un mois sur 500 km en pleine nature, et ça aussi, je pense que ça se sent énormément dans le rêve. Moi, faut voir que j'ai fait des études pendant très longtemps, j'ai redoublé quasi 6 fois, et donc j'étais vraiment pas bien parce que quand ça fait 6 ans que la vie c'est toujours la même chose, avec toujours les mêmes échecs, il y a un moment, j'avoue, on se sent vraiment comme une merde, vraiment pas du tout dans son élément, et donc j'ai vraiment commencé à déprimer, à me demander si j'allais vraiment réussir un jour à avoir la vie que je voulais, et du coup, à la base, juste pour me changer les idées, j'ai commencé à marcher. Et j'ai découvert vraiment à quel point c'était salvateur parce que ça m'a redonné des rêves, j'ai fait des rencontres, j'ai vu des paysages, j'ai vu mon corps changer aussi parce que là d'un coup comme par magie, comme j'avais une vie qui me correspondait plus, je perdais le poids que j'avais en trop, j'avais plus de force, j'étais moins fatigué aussi. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point, en fait, c'était la nouveauté qui me manquait. Dans le sens où dans ma vie, c'était vraiment devenu monotone et j'avais l'impression que depuis mes 18 ans, j'avais pas évolué, quoi. C'était tellement salvateur que c'est devenu un truc que je fais régulièrement aujourd'hui. Et dans les moments où je suis un peu déprimé, j'avoue que je pense pas mal à la marche. Et je pense que ça se voit beaucoup dans le rêve, notamment quand je vais dans le sud, parce que c'est des endroits que j'ai carrément appréciés quand j'y étais. Petite mention spéciale d'ailleurs à Pont-de-Montvert, je crois que c'est littéralement l'un des meilleurs jours de ma vie, non pas parce qu'il s'est passé un truc de ouf ce jour-là, mais parce que j'avais vraiment la sensation d'être bien dans mes pompes, connecté avec mes instincts, à mes convictions, mes désirs. Je m'étais rendu compte à quel point j'étais différent quand j'allais bien, parce que là j'avais aucun problème à parler avec les gens, j'étais motivé pour n'importe quoi, et en fait je vivais littéralement l'instant présent, c'était ça l'instant présent du rêve en fait. C'est un truc qui est devenu super difficile à faire aujourd'hui, vu que la société nous pousse constamment à faire l'inverse, à prévoir, planifier, à chaque fois se méfier de tout. On l'oublie mais en fait je crois que ça fait partie des trucs qui nous fatiguent le plus au quotidien ça. Et clairement quand on est libéré de ça, mais je peux vous dire que d'un coup on a la pêche, on peut faire 1000 choses à la fois, on est de bonne humeur tout le temps, on n'est jamais aigri. Et franchement, ça fait un bien fou. Voilà, c'est ça, c'est l'instant présent où on oublie tout et juste on se fait plaisir. En vrai, la marche, c'est quand même un truc, je pense que ça peut sauver des vies, vraiment. Il y a des gens qui vont mal, il y en a qui sont paumés, mais surtout, qui vivent pas dans le bon environnement, pas avec le bon travail, pas avec les bonnes personnes. Et justement, Roger, le père de Fabien dans le rêve, quand il part pour Rome et qui dit qu'il faut rester sur son chemin, finalement ça veut carrément dire que si on écoute son instinct un minimum, on sait déjà ce qu'on aime, et le seul truc qui nous reste à faire, c'est de continuer là-dedans et voir où est-ce que ça nous mène. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien, et quand on fait bien les choses, souvent il nous arrive des bonnes choses en retour. Et quand il nous arrive des bonnes choses, souvent on est content, on prend du plaisir, et en fait c'est un cercle vicieux quoi, c'est un cercle vicieux mais positif. Ça fait un peu secte, dit comme ça je le sais, mais l'énergie positive appelle l'énergie positive, tout simplement. D'ailleurs j'y pense, mais je tiens aussi un journal de marche, peut-être qu'un jour je pourrais faire un podcast dessus si ça vous intéresse.
Alors maintenant, en politique, il y a aussi beaucoup de choses à en tirer. Je pense que vous avez dû voir plus ou moins à quelle période j'ai pu faire ces rêves-là. Moi, je pense particulièrement au passage où il y a les Illuminés qui prennent le pouvoir. Alors je vous le dis, hein, ce rêve-là, je l'ai fait au moment où Trump a pris le pouvoir aux États-Unis, parce que c'était très révélateur d'un monde qui partait en couille, avec la montée de l'extrême droite, la guerre en Ukraine et les crises écologiques. Et je pense que beaucoup de gens ont commencé à vraiment s'inquiéter pour leur propre vie ce jour-là. Et ils avaient raison, parce qu'on voit clairement que la corruption et la censure battent des records en ce moment, quand on sait que même le vocabulaire est attaqué aux États-Unis, et quand on voit comment les institutions sont menacées. Et ce qui est le plus dangereux, c'est qu'on a beau être dans un monde où les gens prétendent ne pas faire confiance aux élites, à force d'entendre des propos inacceptables à la télé, ils finissent quand même par les accepter inconsciemment. Je veux dire, même quand on n'est pas d'accord, on finit par avoir l'habitude de voir des trucs tellement scandaleux que malgré nous, on finit par les banaliser. Je pense par exemple aux attentats d'extrême droite. Et tout comme les gens, pendant un moment, ils vivaient dans la peur quotidienne qu'il y a un attentat islamiste, ce qui est dangereux, c'est qu'ils finissent par croire que c'est ça leur quotidien. Donc le jour où ça arrive vraiment, ils sont plus autant scandalisés que la première fois. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une fusillade en Suède, un militant CGT poignardé, des étudiants tabassés parce qu'ils avaient refusé de faire un salut nazi, même un père de famille qui s'est fait rouler dessus devant sa propre fille. On nage clairement en plein délire. Et même dans des cas comme ça, t'as des rotailloux qui continuent à dire que c'est la gauche le problème. Avant, les gens qui étaient pas politisés, si on les mettait devant un fait, ça les faisait réfléchir. Et nous les premiers, hein, on n'est pas nés comme ça, on a forcément eu des gens qui nous ont corrigés pour qu'on ait les idées qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, au bout d'un moment, je suis désolé, les gens ils sont assez informés pour savoir qu'on peut pas dire n'importe quoi. Si tu prononces les mêmes phrases que l'extrême droite, tu peux pas venir te plaindre qu'on te traite de facho. Moi j'estime que la gauche elle a fait son travail, elle a sensibilisé sur des sujets, sur des causes. Maintenant le mec qui tient des propos xénophobes et qui refuse de se mettre en question quand on dénonce ce qu'il dit, il peut plus jouer la carte de la politique, ça c'est terminé cette époque. S'il refuse de se mettre en question, ça fait de lui un salopard, hein, c'est tout. Et qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, on est quand même bien d'accord qu'à partir du moment où un mec sait très bien qu'il fait du mal aux gens, mais qui continue quand même, ça fait de cette personne une ordure, clairement. Et ça c'est le jeu typique de l'extrême droite, c'est une méthode de gros forceurs pour se faire une place dans la société, c'est littéralement du terrorisme au sens propre du terme. C'est des gens qui veulent nous conditionner par la violence et le harcèlement. Alors depuis qu'il y a des partis d'extrême droite qui ont pris le pouvoir dans les pays occidentaux, je pense qu'il faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour pas voir toute leur propagande. Les mecs, ils ont un président qui depuis son mandat enchaîne mais toutes les conneries possibles. Il y a vraiment rien qui va depuis qu'il est là. On est sur de la politique impérialiste pure et dure qui cherche à contrôler le monde, quitte à foutre la terre entière dans la merde. Et depuis le début, ça cache les faits divers qui vont pas dans leur sens. Les mecs, ils ont littéralement gavé les Américains un coup de négationnisme et de fake news. Eh putain, mais clairement, moi je le dis, je veux pas de ça en France. Et pardon, je me suis beaucoup éloigné du sujet, mais pour en revenir au rêve, c'est littéralement l'impression que ça me donne pour le passage où le gouvernement cède sa place aux Illuminés. C'est le gouvernement capitaliste qui, à force de faire une politique injuste, fout la merde dans la société. Et comme très souvent ces gens-là sont des lâches qui cherchent absolument pas à régler les problèmes, ils essayent de gratter les voix de l'extrême droite en faisant la même politique qu'eux. Donc évidemment, au bout d'un moment, les gens, à force, ils finissent par croire que c'est pas grave d'être raciste. Et en plus, dans une période de crise comme ça, comme les gens se radicalisent, bah ils finissent par tomber dans les mains d'une extrême droite qui leur propose une vision de la France qui a jamais existé et des solutions simplistes qui en plus à aucun moment vont leur donner une vie meilleure. C'est juste des gros fils de pute qui pensent qu'à leur carrière, ces gens-là. Et d'ailleurs, la preuve, tous ces enculés là du Rassemblement National, ça y est, ils viennent d'être condamnés, c'est factuel. Et franchement, si après ça, ils jouent encore la carte de l'antisystème, mais alors là, ils manquent pas de culot, hein. Là, à un moment, les gens, il va falloir se réveiller. Tous les gens qui ont voté Le Pen en pensant que tous les politiques c'était des pourris, et bah pas de chance, vous êtes tombés sur une corrompue, mais une vraie, hein. Alors arrêtez d'être têtus comme des grosses merdes et remettez-vous en question, parce que tous ces gens, des partis d'extrême droite, nationalistes, racistes et bourgeois, c'est pas vos amis, c'est même des gens qui ont toujours eu un ennemi à désigner et qui en auront toujours un. Aujourd'hui, c'est les Noirs et les Arabes, quand c'était pas eux, c'était les Italiens, les Polonais et les Espagnols, quand c'était pas eux, c'était les Bretons et les Auvergnats, quand c'était pas eux, c'était les Campagnards. En gros, je te la fais courte, leur ennemi, pour faire simple, c'est les pauvres. Et en plus de ça, ces gens-là, ils piquent dans la caisse publique. Donc c'est des gens qui se foutent littéralement de votre gueule. Pour en revenir au rêve, parce que faut quand même que j'enchaîne sur le troisième point, hein, qui est celui de l'amitié. Pour celles et ceux qui se posaient la question, oui, Lola et Fabien existent vraiment dans la vraie vie, mais ce ne sont pas que deux personnes. En fait, Fabien, par exemple, c'est un mélange de 4 personnes que je connais. Dans la vraie vie, c'est plusieurs potes à moi qui se connaissent pas forcément,
mais qui sont effectivement très politisés, assez militants et avec qui souvent on part boire une bière et puis à la fin ça finit complètement en débat quoi. Mais faut savoir que dans ces 10 rêves, c'était pas forcément toujours le même pote qui jouait Fabien. Par exemple, le Fabien qu'on a au début, c'est pas le même que le Fabien qui pète un câble à un moment dans le rêve. Mais en gros, le personnage global de Fabien, c'est quand même surtout le mec cultivé, politisé, qui est à fond dans la théorie. C'est pas vraiment un mec qui va se faire avoir par des sensations qu'il expliquerait pas. Un mec comme Fabien, ça cherche à comprendre les choses sans cesse, ça analyse tout ce qu'il voit. Mais en même temps, c'est aussi le genre de personne qui est tellement dans ses convictions qu'il pourrait devenir fou. Parce qu'en même temps, y a de quoi hein, quand on voit trop d'injustice dans le monde à chaque fois. Mais ce qui est bien avec Fabien, c'est que c'est quelqu'un qui te donne aussi la sensation d'avoir un rôle dans la société. C'est le genre de personne qui t'invitera facilement à venir dans des AG, à faire des manifs ensemble, et qui te soutiendra toujours quand tu auras des projets politiques. Et d'ailleurs, comme il est très cultivé, il peut aussi t'apporter des idées. Quand il se passe un truc dans les actus, c'est toujours intéressant de voir Fabien le soir même, parce que tu le vois dire ce qu'il pense et tu te demandes comment il a fait pour travailler le sujet en si peu de temps. Lola, elle, c'est pareil, c'est aussi une fusion entre plusieurs potes. Dans la vraie vie, les Lola en question, alors elles sont pas journalistes, hein, même s'il y en a certaines d'elles qui pourraient l'être en vrai, mais je pense plus à ce côté très humain qu'elles ont toutes par contre. C'est des personnes qui savent le ressentir quand ça va pas, peut-être que c'est influencé par le fait qu'elles ont des animaux et que du coup le langage de sens se fait plus facilement. Par contre, le côté journaliste, on peut le voir aussi dans le fait que souvent dans les groupes, c'est elles qui sont au courant de tout. Par exemple, quand il y a un des Fabiens qui vient d'avoir un problème, c'est souvent par Lola que je l'apprends, parce que Fabien il me le dira pas forcément directement à moi. Et de mon côté, j'avoue, c'est un peu pareil en fait. Mais par contre, c'est vrai que dans des périodes un peu tendax comme ça, on a tendance à se radicaliser complètement, et c'est bien qu'il y ait une Lola qui nous rappelle quand même qu'à la base, on était un groupe d'amis qui avaient des délires et des passions communes. Parce que sinon, c'est vrai qu'on a vite fait de perdre le côté humain pendant un débat, où on veut absolument montrer qu'on est quelqu'un de bien et qu'on a raison. Lola, elle nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être appréciable, que les idées c'est bien, mais que même dans les moments où on parle pas politique, elle nous apprécie comme on est, et pas seulement pour ce qu'on pense. On peut le voir par exemple au passage où on essaye de retrouver Fabien. Et d'ailleurs c'est assez intéressant qu'elle continue à jouer avec son chien dans un moment comme ça, parce que ça rappelle un peu d'humanité dans une période où c'est clairement la guerre civile et qu'il n'y a plus personne qui peut se blairer. Alors maintenant, le personnage de Carlos, il est un peu plus complexe parce que c'est bel et bien des gens que j'ai connus dans la vraie vie, mais là on est plutôt sur des collègues que j'ai pu avoir dans certains tafs, et aussi des gens que j'ai rencontrés pendant des randos, et ces gens-là, souvent c'est des gens qui m'ont énormément inspiré, et même s'il y en a quelques-uns d'entre eux avec qui j'ai gardé contact depuis, c'est quand même une minorité. La plupart du temps, c'était plutôt des relations sur une courte durée, parce qu'au travail c'était des CDD, et la marche souvent ça dure pas plus d'un mois. Par contre, c'est plus intense parce que c'est tous les jours qu'on se voit, et effectivement, dans les randos, des fois, il y a des étrangers, donc on peut se retrouver à parler une autre langue pendant plusieurs semaines, et à la fin, on finit par se comprendre complètement. Alors pour ma part, c'était pas des Espagnols, ne me demandez pas pourquoi Carlos était espagnol dans le rêve, je saurais pas dire du tout. Moi, j'avais marché avec un Anglais et 2 Suisses allemands, et du coup, il y a eu des jours où je parlais pas du tout en français. Et ça, c'était assez marrant parce que dans ma tête, à la fin, je me souviens que je finissais par penser en anglais automatiquement. Alors effectivement, comme on passe toute la journée dehors, que ce soit en rando ou en taf agricole, on voit des tas de choses. On a l'impression d'avoir plusieurs jours qui passent la même journée tellement c'est riche. Et justement, je me souviens d'un peintre avec qui j'avais marché et qui pouvait trouver énormément d'inspiration pendant le voyage. Et c'était un mec, t'avais beau le connaître depuis seulement une semaine, le nombre de choses qu'on a pu partager en si peu de temps, c'était énorme. Donc des gens comme Carlos, on peut en voir plein dans ces milieux. Et d'ailleurs, je dirais que ce mec, en fait, Carlos, finalement, il symbolise aussi ce que je veux être plus tard. C'est un peu un rêve dans un rêve. Mon véritable rêve, en fait, c'est de vivre dans le réel, c'est-à-dire dans le sauvage, et d'avoir du lien social en faisant de la musique. Je pense que c'est ça qui me rendrait le plus heureux au monde. Ne plus dépendre de l'argent ni du travail pour vivre sur Terre. En gros, je veux être libre. Je veux pas passer ma journée à mettre mon énergie au service de quelqu'un sous prétexte qu'il va me donner de l'argent en retour. On vit dans un monde où on a sacrifié le temps pour l'argent, alors qu'on aurait pu choisir le temps pour apprendre à vivre. Et je trouve ça intéressant que justement ce personnage, Carlos, il disparaît pendant la dictature. Pour moi, c'est clairement une métaphore. Quand je disais que les gens, ils ont commencé à craindre pour leur propre avenir quand Trump a pris le pouvoir, c'est que moi aussi, je pense que j'ai commencé à me dire que mon avenir allait être bouleversé, voire inexistant. D'où ce rêve qui disparaît finalement.
Je suis plutôt de nature optimiste, mais là j'avoue qu'il y avait forcément un petit peu de pessimisme des fois quand je voyais les actus. Et là dans le rêve on est clairement sur du pessimisme. Les Illuminés sont au pouvoir, le maquis il a été rasé. Ah bah il y a peu d'espoir hein. Mais le personnage de Carlos, il a beau avoir disparu, il a quand même laissé des traces. Alors le but c'est peut-être plus de devenir exactement comme lui, mais de s'en rapprocher de plus en plus à chaque étape. Moi par exemple les tout premiers tafs que j'ai eu, j'étais à l'usine parce que j'avais fait un lycée pro d'imprimerie. Et si vous avez vu mon précédent podcast, vous savez qu'à cette époque-là, ma vie c'était vraiment un enfer. J'ai été serveur aussi, c'était abominable, hein, toujours. Un peu plus tard, j'ai trouvé pour la première fois un taf qui me convenait un minimum. Bon, c'était clairement pas le taf de mes rêves, mais techniquement ça s'en approchait plus. J'étais dans l'agriculture, j'habitais à la campagne et j'avais un minimum d'autonomie. Ensuite, j'ai trouvé un taf sur Paris, c'était toujours pas le taf de mes rêves, mais c'était mieux payé, ça avait un lien avec la musique, donc ça me ressemblait un peu plus. Ensuite, j'ai trouvé encore un autre taf dans une asso. Alors là, ça me plaisait parce qu'il n'y avait plus les défauts de l'ancien taf, comme les déplacements, les gens qui te font venir pour rien ou les gens qui oublient de te payer. Alors même si ça me plaît, je peux toujours pas dire que ce soit mon véritable rêve. Mais après, comme vous le savez, je suis un mec un peu extrême aussi, je suis un peu trop idéaliste. Mais ça continuera comme ça, je m'en rapprocherai le plus possible et un jour j'y arriverai. Dans le rêve, j'aime bien particulièrement cette équipe parce que finalement dans l'histoire, Lola donne les infos, Fabien les analyse et finalement à la fin c'est moi qui les pratique. Alors je me doute bien que c'est pas juste en jouant l'international qu'on change le monde non plus, hein, faut pas déconner quand même, mais pour la symbolique c'est super intéressant. L'international dedans se traduit par la révolte parce que c'est tout simplement les paroles de la chanson qui se matérialisent dans le rêve, c'est-à-dire la lutte contre l'oppression, la redistribution des richesses et surtout l'abolition de la propriété privée. Et finalement, le fait qu'il y ait la mer, la montagne, des forêts, le désert, des falaises et tout ça, qui sont généralement les paysages d'autres régions du monde, matérialise le côté internationaliste du communisme. Alors pour pas qu'il y ait de malentendus, par contre, quand je parle de communisme dedans, en fait je parle surtout d'une société collectiviste où plus personne ne vivra sur le dos des travailleurs. Mais je parle pas d'un état, que ce soit clair. La dernière fois, je vous avais avoué que je me sentais très proche des idées de la Boétie, mais là dans le rêve, c'est plutôt le côté bacooning clairement qui se manifeste. Ces deux personnes, c'est pas les seules évidemment, mais deux personnes dans les idées m'ont beaucoup inspiré. Mais ce qui est marrant, c'est que je pense que si on organisait un débat entre Bakounine et la Boétie, il y aurait sûrement pas mal de désaccords. Donc finalement, pour que je fasse ma propre révolution, ce rêve me montre deux modèles forts qui sont Fabien et Carlos. Fabien qui serait une sorte de Bakounine, et Carlos qui pourrait être la Boétie. Alors après, bien sûr, je fais des gros raccourcis là. Hein. Et donc finalement, mon but ultime serait de réussir à faire mon rôle dans la société tout en étant synchro à mes désirs. Et pour ça, je dois être informé, donc j'ai besoin d'une Lola qui serait la presse. Mais Lola, c'est non seulement la presse, mais c'est aussi l'histoire. Rappelez-vous de l'épisode de l'ancêtre nonne qui a fait toutes les révoltes sociales. C'est une personne qui nous montre le patrimoine, et notre patrimoine à nous. Donc grâce à elle, on sait qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et pourquoi, et comment faire. Surtout que le côté nonne est intéressant parce que si là, nous, on peut pas savoir exactement ce que ça donnerait une vraie société communiste après la Révolution, la nonne, par son côté religieux, c'est pareil, elle est convaincue qu'elle ira au paradis après la mort. Et dans son monde à elle, bien sûr qu'elle ira. Donc finalement, c'est pour dire qu'on a besoin d'un idéal pour se battre, pour avoir un monde meilleur. Et que l'utopie, c'est un truc qui n'existe pas. C'est le fait d'appeler ça une utopie qui fait que ça se réalise pas. En tout cas, le jour où le capitalisme s'éteindra complètement pour laisser place au communisme, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il y aura moins d'injustice. Marx l'a très bien prouvé. Et d'ailleurs, même de nos propres yeux, on le sait, parce qu'il y a des gens qui le pratiquent déjà, notre idéal. Dans des ZAD, quand ils font des distributions, des repas à prix libre, qui font de l'agriculture et des cabanes pour héberger tout le monde, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins, comme on dit, le seul truc qui fait que ça tient pas, c'est que l'État envoie les flics pour virer tout le monde. Donc l'oppression. Et moi, dans tout ça, pour revenir au rôle dans la société, à mes désirs et au fait d'être informé, en tant qu'artiste, je vois, je prends, j'analyse et je produis pour que les gens voient et luttent. Comme quoi, on a besoin de connaître les faits, de les analyser avant d'agir. Alors que dans le monde, j'ai quand même plutôt l'impression que les gens font le contraire. Ils agissent en premier, ils essayent de justifier, et après ils sont confrontés à la réalité. Et ça, c'est le meilleur moyen d'avoir des regrets. Alors après, ce qui est intéressant avec tout ce monde, c'est qu'en fait, il y a un peu de moi-même aussi à travers chaque personnage. Parce que dans les rêves, on se projette souvent sur les autres. Je me reconnais dans le personnage de Fabien parce que je suis politisé, je me fais un avis sur tout, et que je les exprime. Je me reconnais dans le personnage de Lola parce que parfois, je suis un peu pareil quand je donne des infos. En musique, par exemple, j'ai beau faire de la chanson engagée, en soi, je ne fais que reprendre des textes qui existent déjà. Alors vous savez très bien que je me les approprie, mais des fois je me contente juste de chanter les couplets tels qu'ils sont, pour que les gens eux-mêmes les reçoivent et les interprètent à leur manière. Après, paradoxalement, je me reconnais aussi dans La Tisseuse de l'Ombre. Justement, ce passage où elle commet les 4 meurtres,
Bah en fait dans le rêve c'était moi le meurtrier. Enfin là c'était clairement un cauchemar, hein. Je devais être vraiment très vénère au moment où je l'ai fait. C'est un passage vraiment très violent et d'ailleurs je suis vraiment désolé si cette scène vous a heurté la sensibilité. Mais ce passage où il y a le meurtre et qu'il y a cette odeur de mort qui la suit, c'est vraiment une métaphore de la décadence. C'est quand tu fais du mal à quelqu'un, souvent par vengeance pour le punir, parce qu'il t'a fait souffrir pendant plusieurs années, bah là c'est comme si tu tombais dans le piège d'y prendre goût. En gros, l'acte de justice finit par devenir un acte d'oppression si on écoute trop ses bas instincts. On est dans un état mental où on sait plus faire la différence entre les deux, tellement on est sur les nerfs. Et cette odeur de rat crevé, c'est l'odeur de la pitié et de la honte, celle où tu commences à réaliser que ton acte de justice à la base devient oppressif. Peut-être que les gens qui t'ont fait du mal l'ont vraiment mérité, cet acte de vengeance, mais à force d'être sévère, on finit par l'être aussi sans se mesurer avec d'autres personnes qui ont fait des choses beaucoup moins graves. Et à force de s'habituer à ça, ça devient très dangereux. Et aussi, d'où le rat toujours vivant, clairement en panique dans le piège. Parce que c'est innocent. Vu de l'extérieur, on a vraiment pitié pour ce rat. C'est un animal avec une âme qui cherchait juste à bouffer à la base. Ça méritait vraiment pas ça. Et là, justement, dans le profil de la tisseuse de l'ombre, on est sur une personne qui s'en rendait pas compte au moment de l'acte, mais qui réalise qu'elle vient de faire une fois qu'il y a l'odeur qui la suit. Et à partir de là, elle se rend compte qu'elle fait beaucoup de mal aux gens, mais elle ose pas montrer qu'elle s'en veut pour ça. Et c'est ça qui la rend encore plus méchante, paradoxalement. C'est un peu comme si c'était la honte qui lui faisait faire ça, pour à tout prix ne pas perdre sa réputation, parce que quelque part c'est confortable. Elle se fait respecter, obéir par les illuminés, et craindre par la population. Mais c'est quelqu'un de complètement torturé, qui vit pas dans la paix intérieure, clairement. Après, je le précise quand même, dans le rêve, on est dans un cas de vengeance qui est vraiment extrême, quoi. Moi, je vous rassure, dans la vraie vie, j'ai tué personne, hein. Mais donc, finalement, dans ce rêve, tous ces personnages sont plusieurs facettes de moi. Et sachant que dans chaque personnage du rêve, il y a au moins 4 personnes réelles, ça fait une bonne vingtaine de personnes. Donc, je peux en conclure que je suis un mélange entre ces 20 personnes. Dis-moi qui sont tes amis et tes ennemis, et je te dirai qui tu es. D'ailleurs, à la fin, finalement, c'est très intéressant. Le rêve où je me réveille dans le camping communiste, finalement, c'est la matérialisation ultime de ma personne. Et donc, tous ces personnages qui m'entouraient, Fabien, Lola, Carlos, la famille et les gens, vivent tous en harmonie parce que je me sens bien à ce moment-là. Je me sens moi-même avec mes rêves et mes convictions. Dans ce rêve-là, pour le coup, j'ai vraiment rien à me reprocher, donc tout le monde est là, parce que je vis la paix intérieure. Donc je peux en conclure que ce gros rêve me montre qui je suis à travers chaque élément, qu'est-ce que j'apprécie chez les gens et pourquoi, mais de cette manière, il peut aussi me montrer l'inverse. Quels sont mes défauts, quelles sont mes peurs et pourquoi. Quand Fabien il pète un câble par exemple, c'est ce qui a pu m'arriver la fois où les fachos avaient pourri mon ancienne chaîne. Donc dans ce moment-là, par exemple, j'ai projeté ma personne sur Fabien. Et d'ailleurs, ces mêmes fachos-là, finalement, sont symbolisés justement par les illuminés. Parce que pour vous mettre dans le contexte, en fait, avant j'avais une chaîne de musique médiévale, et en gros les fachos ils sont réappropriés ma musique parce que c'était le patrimoine. En gros pour eux c'était la musique de nos ancêtres blancs, virils, catholiques, etc. Alors que ces mêmes ancêtres, je suis sûr qu'ils leur cracheraient à la gueule s'ils étaient là. Et pire encore, ils ont essayé de me faire passer pour l'un des leurs. Ils ont été insupportables parce qu'en plus ils s'en prenaient à des gens qui pourraient être mes amis, c'est-à-dire des gens de la communauté LGBT, des antifas, des féministes, des gens des quartiers, des gens issus de l'immigration et dont moi-même je fais partie d'ailleurs. Et les mecs, ils espéraient que je cautionne leurs propos xénophobes. Alors quand je leur disais que je voulais pas de ça sur ma chaîne, ils faisaient la sourde oreille. Et ça, typiquement, ça me fait penser à la scène où les illuminés débarquent dans l'église. Parce qu'en fait, ils s'en prennent pas à moi, mais à mon public. Et quand j'empêche l'illuminé d'attraper Monsieur Dupont, il se contente juste de me pousser. Entre parenthèses, il ignore mon avertissement parce que je lui dis un truc qui va pas dans son sens. Et c'est qu'après, une fois qu'ils ont compris que non seulement j'étais pas un des leurs, mais qu'en plus je les attaquais en reprenant des chansons antifascistes, qu'ils ont commencé à se retourner contre moi. Et ce, même pas sur des arguments politiques, mais en disant que la musique est nulle. Sauf que ma musique, je suis désolé, c'est la même. J'ai pas changé de style musical depuis. J'ai juste ajouté un sens antifasciste. Donc ça prouve bien la mauvaise foi de ces gens, qui ont déjà aucun respect envers les artistes, et qui en plus de ça se livrent au harcèlement quand ils comprennent qu'ils auront pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais maintenant je modère la chaîne, je supprime tous les commentaires condescendants, et je bloque les utilisateurs qui viennent foutre la merde. Donc tous ces droitards à la con, matrixés par la fachosphère et ces news de merde, qui viennent uniquement dans le but de nuire, vous la communauté, moi et la chaîne, moi je vous le dis, on va rien leur laisser ces gens-là, c'est hors de question que la chaîne devienne un défoulatoire de fachos, sauf que tout ça, moi je le vois que quand je reçois la notification, c'est-à-dire quand quelqu'un poste un commentaire directement. Par contre, je le vois pas quand c'est des réponses à un commentaire, donc si jamais vous mettez un commentaire et qu'il y a un faf de merde qui vous répond en vous agressant, ce que je vous propose c'est que vous répondez au commentaire en taguant le nom de la chaîne. Vous êtes même pas obligé de répondre à ces propos, après faites-le hein, si vous voulez vraiment débattre.
Mais si vous voulez pas, juste mettez @AtelierAnarconia6904. Comme ça, je vois le commentaire et je bloque immédiatement le mec. Alors après, je tiens à le préciser quand même, je parle principalement des droits tardés qui viennent dans les commentaires juste pour insulter, harceler, manipuler et mal parler aux gens. Après voilà, hein, ceux qui sont un minimum respectueux, même si c'est super rare, mais bon, des fois ça arrive, ça je m'en bats les couilles. Par contre, ceux qui sont insupportables, là, de toute façon, vous savez très bien de quel genre de facho je parle, là, il y aura pas de pitié, hein, là, vraiment, faut pas hésiter, parce qu'au bout d'un moment, moi, j'en ai plein le cul. On approche de la fin de la vidéo, et encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cette fiction et son analyse vous auront plu. Et si jamais vous avez des rêves à partager dans les commentaires, je serais très curieux de les lire. Je sais que pour certaines personnes c'est quelque chose d'assez intime, donc je comprendrais si vous tenez pas forcément à faire ça. Mais si jamais l'envie vous prend, bien sûr c'est le bienvenu. Là je vous avoue qu'il est un peu tard au moment où j'enregistre, donc je vais sûrement m'arrêter là. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux projets, des musiques et des nouveaux podcasts. Vive l'anarchonie, vive la commune!